Ok, il y a quelques semaines, j'ai fait un hors-série questions-réponses qui a plutôt bien marché et j'avais pas eu le temps de répondre à toutes les questions qu'on m'avait posées. Donc je décide de faire un deuxième épisode sur le sujet. On va parler de nutrition, de sport, de business, puis d'autres sujets un petit peu annexes. Si tu veux, avant de démarrer, je te donne un petit peu le programme. Donc on m'a demandé ce que je pensais du régime carnivore, ce qu'on pouvait manger aujourd'hui, que répondre aux gens qui te traitent d'orthorexique, du jeûne, de la régularité des prises, de ce que j'utilise pour faire mon café. Sur la partie sport, comment est-ce que je gère le surentraînement et comment est-ce que je travaille mon cardio. Sur la partie business, comment faire la différence entre la fatigue mentale normale, entre guillemets, et les premiers signes d'un vrai burn-out. Face au succès de Féroce, comment est-ce que je vais structurer la boîte. Est-ce que j'embauche du monde. Est-ce que je vais déléguer l'entreprise par manque de temps et faire autre chose comme de la politique. Et sur les sujets un petit peu autres, un retour sur mon expérience des champignons magiques et est-ce que ça a changé dans ma vie de façon durable. Est-ce que mon avis sur le TDAH et le côté HPI. Et puis sur mon passé, le fait que j'ai pu consommer des drogues, est-ce qu'il y a des dégâts, des séquelles entre guillemets, que j'ai gardées entre guillemets et comment est-ce que j'ai pu les résoudre. Donc voilà, donc je commence par la nutrition et notamment mon avis sur le régime carnivore. Euh, Déjà, mon avis sera forcément mauvais parce que j'ai jamais expérimenté le régime carnivore. Je pense que les régimes extrêmes sont vachement intéressants parce qu'ils permettent de rapidement avoir des réponses, mais assez peu durables et tenables sur le long terme et pas cohérents avec notre héritage évolutionniste. Euh, le régime carnivore, de ce que j'ai pu en entendre, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on a tendance à penser que les fibres, c'est indispensable pour le microbiote, la digestion, etc., et qu'en l'absence de légumes, tout va dégénérer. Les témoignages que j'en ai sont plutôt inverses. C'est-à-dire que ceux qui ont des problèmes chroniques de digestion, etc., et qui ont déjà testé plein de régimes, souvent, grâce au régime carnivore, qui est quand même un régime d'éviction, on supprime des familles entières d'aliments, tout va beaucoup mieux. Tout va beaucoup mieux, plus d'énergie, plus de clarté mentale, de meilleurs selles, une meilleure digestion, pas de ballonnement, enfin voilà. Donc ça paraît super sur le papier. Mais de mon point de vue, il est intéressant peut-être sous forme de phase, justement pour essayer de faire une sorte de reset du système digestif, du système intestinal, et puis après recommencer à incorporer petit à petit des aliments. Je sais que le docteur Georgia Head, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Nourrir votre cerveau, soigner votre mental, quelque chose comme ça, et qui montre notamment comment est-ce que l'alimentation influe sur certains troubles cognitifs qu'on peut avoir. Donc la dépression évidemment, mais aussi des choses comme la schizophrénie, le TDAH. Son livre est vraiment passionnant. Elle a fait, entre guillemets, 3 types de régimes. Il y a le régime paléo, cétogène et carnivore. Et donc, ce qu'elle conseille, c'est de commencer par sa version du régime paléo. Donc, c'est un régime paléo relativement classique, mais elle a supprimé quelques autres aliments qui ont des antinutriments qu'elle considère comme négatifs. Donc, il y a une liste dans son livre de ce qu'elle inclut dedans. Donc, elle commence par le régime paléo. Et si les symptômes ne s'améliorent pas, elle va un petit peu plus loin. Et donc, elle passe dans un régime cétogène qui est encore un petit peu plus restrictif. Et si ça marche toujours pas, eh bien, elle va encore un petit peu plus loin et elle propose son régime carnivore, qui est vraiment la partie, le truc le plus extrême entre guillemets. Euh, et, euh, et donc, de son point de vue, le régime carnivore permet de régler et de solutionner les symptômes. Et après, l'idée, c'est petit à petit de réincorporer des aliments du régime cétogène, voilà, et puis petit à petit de recommencer à élargir. Donc voilà, donc l'idée, c'est pas d'être sur du carnivore durable, tu vois, euh, mais plutôt de le faire comme un état de phase. Ceci étant, parfois le régime carnivore il est confondu avec ce qu'on appelle le régime animal-based. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un régime, mais l'idée sous-jacente c'est de dire qu'on essaie que les sources de protéines soient principalement des sources de protéines animales. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus parce que pendant des centaines de milliers d'années, on a coévolué dans un environnement et 65 à 70% de nos calories venaient des animaux. Tout simplement parce que à cette époque, on n'avait pas accès comme aujourd'hui aux céréales, aux farines, etc., qui sont des aliments très denses en calories.
Donc, certes, on mangeait peut-être beaucoup de légumes, tu vois. Anthony Berthoud, par exemple, il a cité des études qui tendaient à montrer qu'on mangeait entre 1 kg et 1,5 kg de légumes de végétaux par jour, ce qui est énorme. Mais c'est des végétaux avec une faible densité calorique. Donc, malgré cette quantité de végétaux, probablement que ça représentait 20-30% de glucides. Et donc, enfin 20-30% des calories, pardon, mais qui étaient essentiellement des glucides. Et donc, à l'inverse, les produits animaux, certes, c'est des protéines, mais c'est aussi des graisses. Dans la nature, de toute façon, les graisses vont toujours avec les protéines, que ce soit d'ailleurs dans le règne animal ou dans le règne végétal. Qu'on prenne une viande, ben voilà, si tu regardes son profil nutritionnel, tu vas avoir des protéines et des graisses, mais même tout ce qui est oléagineux, noix, etc., tu vas voir qui sont très riches, qui sont probablement les aliments les plus riches en protéines dans le règne végétal. Tu vas avoir des protéines avec des graisses. Donc voilà, donc naturellement, on a toujours consommé beaucoup d'animaux, de protéines animales, etc. Et la majorité de nos calories venaient de ces produits. Donc ça me semble assez cohérent de penser qu'on est bien adapté à ces sources de graisse et à ces sources de protéines, beaucoup plus que d'autres alternatives modernes qui existent aujourd'hui. Donc le régime plutôt animal-based, qui consiste à dire que moi je consomme à peu près 15 à 20% de mon total calorique avec les protéines, de choisir des produits animaux entiers et bruts pour ce faire. Donc des viandes, des poissons, des abats, des œufs, du fromage au lait cru. Ça me semble assez cohérent, assez logique. Et d'ailleurs, je pense que c'est un élément important qui est parfois mal compris. Aujourd'hui, dans une perspective de longévité, on parle de plus en plus de l'apport en protéines. Tu as le docteur Peter Attia qui est un peu un pape de l'anti-aging, qui conseille de manger 2 grammes à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Il y a le docteur Gabriel Lyon, et puis même aux États-Unis, il y a vraiment de plus en plus de gens qui mettent en avant cette consommation plus importante de protéines, même voilà, Huberman, etc. Enfin, vraiment, il y a une vraie mode autour des protéines. Et je pense que le fait de faire ce focus là sur les protéines et de se dire j'ai besoin de tant de grammes par jour, ça a tendance à nous faire passer à côté de l'essentiel, qui est que si tu cherches juste à couvrir ton besoin de protéines, ben, tu peux prendre de la whey, tu peux prendre des barres protéinées, tu peux prendre ces espèces de yaourts à boire là, Hypro, etc. Enfin, c'est assez facile en fait. Tu peux prendre des protéines de soja texturées. Enfin, il y a plein de produits aujourd'hui qui sont hyper denses en protéines. Mais d'une part, la disponibilité de ces protéines est variable. Par exemple, du seitan ou ce genre de trucs, ou même les steaks végétaux. En réalité, même si tu as 30 grammes de protéines dans un steak végétal et 30 grammes de protéines dans de la viande, la quantité de protéines qui va vraiment être synthétisée et utilisée par l'organisme est largement inférieure avec le steak végétal qu'avec de la viande. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la diversité de ces acides aminés. Concrètement, là, en ce moment, il y a le collagène aussi qui est à la mode. Le collagène, c'est une protéine, la glycine aussi. Les compléments alimentaires de type créatine qui, pendant un temps, était surtout l'apanage des bodybuilders, mais qui aujourd'hui est consommé par justement plein de gens intéressés par la longévité parce qu'il y a des avantages, notamment pour la santé cérébrale, qui sont assez bien documentés. C'est pareil, c'est un acide aminé qu'on trouve dans les protéines. On peut aussi citer la carnitine, etc. Et donc tout ça, en fait, cette diversité, on l'a naturellement dans la viande. Par exemple, tu prends un haché féroce, tu as plein de collagène, de glycine qui participent à la régénération de tes tissus. Tu as de la créatine, etc. Et de la carnitine. Et pourtant, si tu prends un steak végétal, même si tu as a priori la même quantité de protéines dedans, ce n'est pas les mêmes acides aminés et donc tu n'as pas autant de diversité. Donc, tu te doutes bien que l'impact métabolique il sera complètement différent. Et puis, là, je parlais juste des acides aminés des protéines, mais les protéines, elles vont aussi avec plein de micronutriments, notamment des vitamines, des minéraux et des acides gras. Et là encore, si tu fais un tableau d'analyse comparative et que tu regardes la quantité de vitamines, par exemple, dans un steak de bœuf par rapport à des carottes, des courgettes, même du soja, des légumineuses, etc., souvent dans le règne végétal, c'est 100 grammes d'aliments va apporter moins de 10% de vitamines. Donc, tu vois, je sais pas, qu'on prenne des vitamines B, peu importe les vitamines, si tu regardes le tableau, globalement, à part certaines exceptions, par exemple, je sais pas, les carottes qui sont très riches en bêta-carotène, des agrumes qui sont très riches en vitamine C, globalement, elles peinent à dépasser les 10% des AGR pour 100 grammes d'aliments. Et à l'inverse, tu prends un steak de bœuf,
sur la plupart des vitamines et des minéraux, on est à plus de 50%. Donc, si tu veux, si tu as 40 grammes de protéines qui viennent d'un steak de bœuf, tu amènes avec toi donc, cette diversité des acides aminés, mais aussi cette densité nutritionnelle en termes de vitamines, de minéraux, qui est hyper intéressante et que tu ne vas pas avoir avec d'autres alternatives. Donc le pire, c'est les produits transformés, parce que en plus de ne pas avoir cette densité nutritionnelle, tu vas par contre avoir des édulcorants, des émulsifiants, etc., qui ont plein d'effets négatifs assez bien documentés. Mais voilà, et donc c'est pour ça que je trouve que la perception animal-based, elle est plus large et intéressante, parce que la question n'est pas seulement la question des protéines, ça montre comment les protéines emportent avec elles plein d'autres nutriments qui sont essentiels. Et j'ai pas parlé des acides gras, mais c'est pareil. Les oméga 3, par exemple, qui sont hyper importants, tu vas les trouver dans les poissons gras, tu vas en avoir dans le bœuf nourri à l'herbe, etc. Mais tu vas pas en avoir dans le règne végétal. Ou alors, ça va être des oméga 3 ALA qui sont très mal synthétisés, très mal convertis. Dans le bœuf, c'est pareil. Dans la graisse de bœuf, tu as le CLA, C15, qui sont des molécules de plus en plus étudiées par la science pour leurs vertus cardioprotectrices, de prévention du diabète, etc. Donc voilà, donc c'est un peu le réductionnisme moderne qui a tendance à te dire, bon bah voilà, tu te bases sur les macronutriments, et donc il te faut tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides. Tu vois, la plupart des régimes, que ce soit cétogène et tout, ils modifient juste la balance entre ces macronutriments. Et moi, je pense que c'est plus intéressant de se fonder sur la densité nutritionnelle et d'avoir une vision plus systémique des choses, et de revenir à une forme de sagesse ancestrale. Et d'ailleurs, j'en reviens à la question suivante. On me demandait, bah, qu'est-ce qu'on peut manger aujourd'hui, parce qu'on entend tout et son contraire. Et donc, je pense que, et je crois que je l'avais déjà dit dans le dernier question-réponse, mais un aliment qui existait déjà il y a 1000 ans, il y a toutes les chances pour que s'il a résisté à l'épreuve du temps et qu'on est encore vivant aujourd'hui malgré le fait qu'on le consommait, il est potentiellement positif et notre physiologie est adaptée à sa consommation. À l'inverse, tous les produits modernes, je ne dis pas qu'ils sont forcément mauvais, mais simplement qu'on n'a pas suffisamment de recul pour dire s'ils sont bons ou pas. Et donc, là, je fais rentrer dans cette catégorie les espèces de super aliments fonctionnels, genre les champignons adaptogènes, etc. Je pense qu'on manque de recul là-dessus. Et puis, tout ce qui est molécules un peu synthétisées, compléments alimentaires, antioxydants. Tu vois, à un moment, c'était la mode du resveratrol, la rapamycine, etc. Il y a plein de molécules où on se dit, ouais, c'est génial. Et puis après quelques mois, quelques années, on se rend compte que finalement, il y a... De toute façon, dans la nature, j'ai l'impression que tout est équilibré. Et d'ailleurs, c'est une réflexion peut-être un peu plus philosophique, mais ce qu'il y a de positif est toujours contrebalancé par quelque chose de négatif, entre guillemets. Mes qualités, par exemple, sont aussi mes défauts, et inversement. Tu vois, par exemple, dans le business, quand j'ai une idée, je suis un fonceur. Je ne vais pas la laisser tourner 20 ans dans ma tête. Je vais très très vite passer à l'exécution, me confronter au marché, récolter des feedbacks, et grâce à ça, incurver et modifier mes décisions pour créer quelque chose qui est fitness avec le marché. Donc d'ailleurs, c'est une façon de fonctionner qui est assez cohérente avec l'intelligence de la nature, qui a toujours fonctionné comme ça par itérations successives. Elle teste des milliers d'infimes variations, et lorsque ces variations apportent des avantages génétiques de survie, ben elles sont sélectionnées par la nature des choses, simplement parce que les organismes les moins fitness, ils meurent, ils répandent pas leurs gènes du coup, et ceux qui sont le mieux adaptés vont survivre et répandre leurs gènes. Et donc voilà, et donc ce côté impulsif, ça me permet d'un côté de réussir, et en même temps, ben parfois peut-être que je manque je vais trop vite, tu vois. Je manque de prise de réflexion, de prise de recul sur ce que je fais. Je fonce trop vite dans une direction, puis après je me rends compte qu'en fait c'était pas la bonne. Et voilà, tout ça pour dire que il y a rien qui est intrinsèquement parfaitement bon ou mauvais. Et d'ailleurs, un aliment, on lui prête des qualités ou des défauts, mais ça n'existe pas. Ces qualités et ces défauts, elles s'expriment que quand elles rentrent en interaction avec nous. Donc c'est le fait d'interagir avec notre muqueuse intestinale, avec notre patrimoine génétique, avec notre historique, ce qu'on a mangé pendant les 1000 jours de notre vie, nos croyances et nos pensées vis-à-vis de cet aliment. Enfin, tout cet ensemble de choses modifie la façon dont nos enzymes, dont nos hormones vont gérer cet aliment, et la façon dont il va être digéré, assimilé. En fonction de nos gènes, on va avoir plus ou moins d'enzymes, plus ou moins de capacité à synthétiser telle ou telle vitamine, et donc naturellement peut-être des manques ou des problèmes liés à ça. Il y a des gens qui vont très très bien supporter les glucides et très bien les digérer, d'autres à l'inverse chez qui ça sera plus compliqué.
D'ailleurs, on a fait une formation avec le docteur Mouton sur le sujet qui s'appelle ADN Décode, où justement, en étudiant 3 gènes principaux, ApoE, DIO2 et AMY1A, on est capable de calculer ce qu'on appelle l'index glucolipidique. Et cet index, c'est une sorte de continuum qui te permet de savoir quelle est la quantité de glucides que ton corps est capable de gérer, de digérer correctement. Et à l'inverse, est-ce que tu dois être plutôt sur ce continuum du côté des lipides, donc plutôt du côté du cétogène, ou plutôt du côté des glucides. Autrement dit, est-ce que tu es plutôt génotype chasseur-cueilleur ou génotype Homo modernus? Voilà, donc pour répondre à cette question, on mange quoi? C'est vraiment complexe, c'est assez personnel aussi. Et la réalité, c'est que les études scientifiques ne sont pas capables de répondre à cette question. Parce que les études sur la nutrition, c'est toujours des études épidémiologiques. C'est-à-dire qu'elles étudient des grands groupes de population, elles leur posent des questions sur leurs habitudes alimentaires, et ensuite elles font des corrélations sur leur espérance de vie et leur risque de maladie. Alors, il y a plein de biais, plein de problèmes avec ça. Le premier, c'est qu'il y en a beaucoup qui qui ont été faites aux États-Unis, où, par exemple, tu vois, ceux qui vont déclarer manger plus de viande rouge sont souvent des gens qui mangent plus de fast-food, parce que là-bas, c'est pas de la viande rouge, tu vois, c'est pas la belle entrecôte issue d'un élevage à l'herbe que tu vas manger avec une assiette de légumes. C'est plutôt du hot dog, du burger, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de publications récentes qui montrent qu'en réalité, le problème, c'était pas la viande rouge, mais plutôt le pain qu'il y avait autour et puis les sauces remplies d'additifs qui rajoutaient par-dessus. Donc voilà, donc il y a ces premières problématiques. Et puis, c'est des gens qui, naturellement, vont peut-être fumer, faire moins de sport, être plus sédentaires, boire de l'alcool par ailleurs. Enfin voilà. Et donc, il y a plein de biais comme ça qui rendent ces études difficiles à analyser. Et il n'existe pas d'études interventionnistes sur des populations. On dit à un groupe, par exemple, toi, tu vas manger tel régime, puis toi, tu vas manger tel régime. Puis on peut comparer sur 10 ans lesquels ont eu un cancer et lesquels n'en ont pas eu. Parce que pour des questions déontologiques, d'éthique, etc., c'est pas possible. Donc voilà, donc aujourd'hui, il est impossible, il n'y a personne qui est capable de dire, moi, tu vois, je partage des choses vis-à-vis de mes recherches, de tous les gens que j'ai pu recevoir sur le podcast. D'ailleurs, moi, il faut quand même préciser que je suis un profane. Je ne suis pas un professionnel de la santé. Par contre, je me nourris de toutes mes lectures, de tous des 150 médecins, nutritionnistes, etc., que j'ai reçus sur le podcast, qui m'ont partagé le fruit de leurs recherches. Donc, j'ai plus un travail, une posture journalistique, qui a fait une synthèse de tout ça et qui en a tiré des croyances. Et je pense qu'on a raison de parler de croyances parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de vérité. D'ailleurs, je cite souvent cette phrase d'Elisa Marceau qui disait que les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Donc, il faut avoir cette sagesse, cette compréhension. Mais la conclusion, c'est de dire que je pense que ce qui nous a toujours convenu et qui a construit notre alimentation pendant 300 000 ans est a priori beaucoup plus adapté, à beaucoup plus de chances de nous convenir que des choses, des espèces de modes récentes. Et à cet égard, j'en reviens à ce côté animal-based. Voilà, 65 à 70% de nos calories venaient des animaux. Le reste, c'était des végétaux très variés. Et donc moi, je m'alimente plutôt comme ça, c'est-à-dire que je mange entre 15 et 20% de mes calories sous forme de protéines. Ces protéines représentent 600 calories sur 3000 que je mange par jour. Mais comme elles vont naturellement avec des graisses naturelles qui vont avec les animaux, ça me fait un apport en lipides qui est aux alentours entre 40 et 60% si on rajoute l'huile d'olive, les avocats, etc. Donc ça me fait à peu près 80% de mes calories qui viennent des protéines et des lipides, et puis 20% qui viennent des glucides. Et ces 20% qui viennent des glucides, ça représente quand même facile 1 kg de légumes par jour, tout simplement parce que les légumes ne sont pas très caloriques. Et d'ailleurs, je te parlais tout à l'heure de densité nutritionnelle. Les légumes, je disais que dans les AJR, pour 100 grammes d'un aliment, ils sont souvent en dessous de 10% pour 100 grammes, certes, mais comme ils sont peu caloriques, en termes de densité nutritionnelle, ils ont quand même une bonne densité nutritionnelle. Puis ils apportent d'autres facteurs qui me semblent intéressants, notamment des antioxydants, des polyphénols, des fibres, etc., assez variés. Donc voilà. Et puis j'essaie de manger de saison avec des fruits et des légumes variés. C'est Docteur Mouton qui parlait d'essayer d'avoir 50 espèces différentes par an. Et donc quand on fait ses courses dans un magasin bio avec des produits uniquement locaux, naturellement, en fait, toutes les semaines, ça change.
parce que c'est lié à l'environnement et à ce qu'on est capable de cultiver à cette période-là de l'année. D'ailleurs, je suis en train d'acheter une nouvelle maison et dans laquelle il y a un grand terrain sur lequel j'ai envie de faire mon jardin en permaculture, avoir mon poulailler, etc. Et voilà, et donc je reviens un peu à cette sagesse ancestrale. Et il ne s'agit pas de dire que l'idée c'est de manger comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Et là, il y a plein de critiques qui disent oui, mais selon l'endroit où ils vivaient, ils ne mangeaient pas les mêmes choses, etc. Ok, certes, d'accord. Mais bon, sur les grandes lignes, on est quand même d'accord que c'était des aliments bruts, entiers, que ce n'était pas des poudres protéinées ou des barres de céréales, qu'on ne mangeait certainement pas du pain, des pâtes, des pizzas et puis autant de glucides qu'on en mange aujourd'hui dans cette pyramide alimentaire qui a été inversée parce que, en fait, les céréales, d'un point de vue sociétal, c'est hyper intéressant parce que c'est facile à produire, ça a une grosse densité calorique, c'est facile à stocker, à échanger, ça coûte peu cher. Donc voilà, donc dans un contexte d'explosion démographique, c'était la meilleure solution pour faire face à nos enjeux sociétaux. Mais la finalité, c'était pas d'essayer de promouvoir la pleine santé ou un état de santé optimal. Donc voilà, donc je dis pas qu'il faut jamais manger de pain ou qu'il faut être orthorexique. D'ailleurs, c'est la prochaine question. Je vais revenir après sur l'orthorexie. Mais voilà, je pense que globalement, une assiette entre guillemets normale, elle est composée d'une grande variété de végétaux et puis de protéines animales. Et donc justement, sur cette question de l'orthorexie, je bois un petit peu de café. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur le café parce qu'on m'a posé une question, ce que j'utilisais pour faire mon café. Donc j'achète mon café en grains. Je le moue. Alors avant, j'avais un moulin à main. Et là, j'ai vu que je suis passé à un moulin électrique. J'ai un dripper Ario V60. Donc ça ressemble à une tasse avec un trou. On met un filtre. Je mets mon café. Et j'ai une bouilloire avec un bec de cygne. Et en fait, je fais des tourbillons comme ça avec. Et c'est intéressant parce que il y a tout un art en fait du fait de faire le café. Tu sens déjà toutes les effluves, les odeurs, le parfum du café avant même d'avoir fait ton café. Et le parfum du café fraîchement moulu est différent de celui qu'on peut avoir quand on renifle une tasse. Donc il y a déjà cet éveil des sens qui est intéressant, qui commence déjà à sécréter un peu de dopamine dans mon cerveau à l'idée du plaisir que je vais avoir à le boire. Il y a ce côté du temps long parce que même avec le moulin électrique, le temps de faire tout mon café, ça me prend peut-être entre 3 et 5 minutes. C'est beaucoup moins rapide que d'appuyer sur le bouton d'une machine espresso. Et donc naturellement, ça régule aussi la quantité de café que je bois. Et puis comme il est plus, je ne sais pas si je peux dire qu'il est plus fort, mais il est plus satisfaisant. Enfin voilà. En tout cas, j'ai moins envie d'en boire. Donc souvent, je me contente de 2 tasses comme ça, deux vraies tasses, tu vois, une vraie tasse comme ça entière, quoi. Donc ça fait quand même, ça fait peut-être l'équivalent de 4 petites tasses, remarque. Donc voilà. Je rajoute une petite pincée de sel dedans. Ça enlève parfois le côté un peu amertume. Enfin, je trouve ça bon. Je trouve ça bon. Et puis en plus, d'un point de vue, je fais du jeûne intermittent. Et donc peut-être que d'un point de vue électrolytique, ça peut avoir des côtés intéressants, étant donné que le café a un côté un peu diurétique. Ça maximise très probablement mon hydratation le matin. Mais c'est avant tout pour le goût que je le fais. Et lorsque je suis au bureau, j'ai pas ma bouilloire, mon Ario, etc. Donc j'ai ce qu'on appelle un aéropress. C'est un truc en plastique en fait. Et donc il y a un petit filtre. Pareil, j'achète quand même toujours mon café en grains. Je le moue avec mon moulin. Je le mets dedans. Tu mets de l'eau chaude. Et puis après, tu appuies en fait et ça crée une pression qui fait passer le café à travers le filtre et qui fait ta tasse. Donc voilà les 2 outils que j'utilise pour faire mon café. Et donc sur l'orthorexie, en fait aujourd'hui on vit dans un monde qui est un petit peu, j'ai l'impression, inversé. C'est quand même assez drôle parce que l'orthorexie en fait c'est défini comme une attention obsessive au fait de manger des aliments de qualité et non nocifs et d'éviter absolument ceux qui pourraient nous nuire. C'est quand même fou de considérer ça comme une maladie ou un trouble neurocognitif que de vouloir s'alimenter correctement et de vouloir éviter ce qui est du poison. Je sais pas, tu vois, si on se replace dans une perspective historique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on achète des produits qui, a priori, sont non toxiques, parce que tant sur le plan sanitaire, etc., et bactériologique, parce qu'on a fait des tests de durée de conservation, de DLC, etc., que sur le composé en lui-même, parce qu'on ne va pas aller te vendre des champignons mortels au rayon frais de Super U. Donc, on a moins l'habitude de goûter avec le goût, parce qu'on sait par défaut que les aliments ne vont pas nous nuire. Pour autant,
dans cet héritage, on a toujours normalement testé les produits, puis constaté les effets qu'ils avaient sur nous et évité ceux qui potentiellement nous étaient nocifs. Nous étaient nocifs parce qu'ils nous créaient des ballonnements, des problèmes de digestion, parce que ils nous tuaient. Alors là, on avait vraiment intérêt à les éviter. Enfin, voilà, bref, où ils créaient des problèmes cutanés, des éruptions de peau. Tu vois, si tu regardes une émission de survie pour savoir si une plante elle est bonne, d'abord tu vas la toucher et la malaxer dans tes mains pour voir s'il y a une réaction. Puis après, tu vas peut-être juste la toucher avec le bout de ta langue. Et voilà, il y a tout un tas d'étapes qui te permettent de savoir si ton aliment il est bon ou pas. Donc ça pour dire que c'est inscrit dans nos gènes que, a priori, d'éviter ce qui est nocif et puis de privilégier ce qui est bon pour nous. Et ça paraît assez logique et je trouve ça quand même fou aujourd'hui de considérer ça comme un trouble ou une maladie. Et donc là, la question, c'était quelqu'un qui me disait comment est-ce que on la traite d'orthorexique. La question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils se sentent attaqués par ta façon de manger. Je veux dire, on fait ce qu'on veut, quoi. Merde. Tu vois, moi j'ai des amis je sais pas, qui boivent du vin ou qui mangent des pizzas ou des petits beurres ou des petits princes. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Je leur dis pas, bah tiens, tu devrais pas manger ça, c'est de la merde, etc., quoi. Donc, et pourtant, toi, quand tu fais des choix sains pour ta santé, parfois, effectivement, tu as des gens qui te font des remarques. Et je pense que c'est pareil, tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai fumé. Et quand j'ai arrêté de fumer, mes amis fumeurs me faisaient des remarques, des réflexions, ils me titillaient un petit peu, etc. Et je pense qu'en fait, ça les place face à leur propre réalité, face au fait qu'eux, ils aimeraient arrêter peut-être, et ils n'y arrivent pas forcément. Et donc, ça crée une espèce de rupture de cohérence vis-à-vis de leur modèle mental, où ils se sentent, inférieurs, en fait, d'une certaine façon. Et la critique est une façon facile de répondre à ça. Donc voilà, tu vois. Et moi je mange hyper sainement, et pour autant, j'ai pas du tout l'impression de me priver. Euh, J'adore, tu vois, là, par exemple, je suis à Paris et pendant 2 jours, 2 fois, j'ai été faire des brunchs. Et donc, quand je suis au restaurant, je me prive de rien, tu vois. Je mange de tout. Et donc, dans le brunch, bon, tu as la partie salée qui globalement est correcte. Et puis, tu as la partie sucrée. Donc là, j'ai mangé des cheesecakes, un moelleux à la châtaigne, des pancakes, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et donc, bon, il s'avère que, hasard du calendrier, j'en ai fait un avec ma femme samedi. Et puis dimanche, j'ai été invité par un ami et il a choisi un brunch. Je ne savais pas spécialement à l'avance, mais bref. Donc, j'en ai enchaîné 2 à suivre. Le premier avec ma femme, j'étais contente, tu vois, de manger ces gâteaux. En plus, il était super bon, le cheesecake il était excellent. Déjà le lendemain, tu vois, remanger comme ça plein de pâtisseries, du sucré et tout, j'en avais déjà pas trop envie, tu vois. Et en fait, après, je suis rentré le soir, et donc le soir, je me suis fait à manger chez moi, et j'étais juste trop content de me faire juste une assiette avec une belle salade, un avocat, des œufs, un petit morceau de fromage, et puis une boîte de sardines, tu vois. Et c'était pas une privation, j'étais juste content de manger ça. Et, euh, et voilà, et au quotidien, en plus, je parlais de manger de saison, des légumes de saison, etc. Ce qui est génial quand tu manges de saison. Donc, ça implique de ne pas faire tes courses en grande surface parce que tu as les mêmes légumes toute l'année. Eh bien, c'est que naturellement, ils varient, tu vois, d'une saison à l'autre. Et ça donne des avantages à chaque saison. Par exemple, quand tu es arrivé l'été, j'étais trop content qu'il y ait des tomates. J'adore les tomates. Et donc, il y avait plein de tomates, plein de sortes différentes, du basilic, etc. Des cébettes. Enfin, voilà, donc je me régalais avec des belles salades. Puis là, ça y est, on arrive en automne. Il y a potentiellement des châtaignes, des petits marrons. Je me fais des salades d'endives avec des petits morceaux de pommes et puis des noix de Grenoble. Enfin, voilà. Tu vois, à chaque saison, il y a une nouvelle chose et je me réjouis en fait d'arriver parfois à une nouvelle saison, aux transitions de saison, parce que il y a de nouvelles choses qui arrivent. Euh, et voilà, et donc moi j'habite en Haute-Savoie, on a du super bon fromage au lait cru de vaches qui ont pâturé dans la montagne avec une diversité incroyable d'herbes, etc. différentes. Il y a des analyses qui ont été faites dans le lait de ces vaches qui montrent justement la diversité de ces molécules qui est tellement plus riche que les Holstein qu'on voit dans le nord et puis qui sont nourris au maïs et au soja et enfin, en mode hyper intensif. Euh, et donc voilà, et donc on a du super fromage, et donc je serais super content de me faire des raclettes en hiver. Et voilà, et tu vois, il y a des avantages à chaque saison, on mange différemment à chaque saison, et je pense que cette variété et variabilité, elle est intéressante, et ça remet aussi en perspective ce côté cétogène, carnivore, etc.
moi, selon les saisons, selon les périodes de mon cycle d'entraînement, selon le contexte, l'endroit où je suis, je vais avoir un continuum sur la quantité de lipides et de glucides que je mange. Donc, ma base, elle est plutôt low carb parce que je m'aperçois que c'est ce qui me correspond le mieux et ce qui fonctionne le mieux d'un point de vue cognitif notamment. J'ai une énergie mentale qui est beaucoup plus stable. J'ai plus facile à me concentrer, etc. Enfin, ça me convient bien, même en termes de digestion et tout, je me sens bien comme ça, tu vois. Et pour autant, ben, si je suis, je sais pas, à Noël, par exemple, une semaine avec ma famille, je vais manger différemment, il y aura probablement beaucoup plus de glucides et je suis OK avec ça. Et ma base, elle est low carb, mais pendant la semaine, ben, peut-être que il y a un repas ou deux repas, souvent autour de séances intenses ou de sorties longues, où je vais manger plus de glucides. Où je vais par exemple me faire, je vais acheter un morceau, enfin un pain au levain naturel avec des farines un peu anciennes ou de qualité. Et puis je vais couper des petits morceaux de pommes dessus. Je vais mettre du suif de bœuf d'herbe sur mon pain. Je vais mettre mes petits morceaux de pommes. Peut-être même, si je veux vraiment être gourmand, un peu de miel et un peu de cannelle. Et puis je mets ça au four 15-20 minutes. Et la pomme va un petit peu rôtir comme ça sur le pain. Il y a un petit peu de jus avec le miel et tout qui va tomber sur le pain. Le suif, il va imprégner le pain un peu comme du beurre. Et en fait, ça fait un dessert qui est juste excellent, tu vois. Et donc voilà, une fois de temps en temps, je suis content de manger ça et je me régale. Donc je suis pas en mode, justement, tu vois, je pense que l'orthorexie, ça devient un problème quand ça devient vraiment obsessionnel et puis que le moindre écart te stresse. Parce que c'est clair que si ton alimentation, elle devient stressante, là, je pense que les effets négatifs du stress sont supérieurs aux effets négatifs de l'alimentation. Mais, euh, mais voilà, mais tout ça pour dire que mes plats, ils sont variés, que moi, avoir une excellente pièce de viande avec des végétaux de saison cuits au vitaliseur, je parle souvent du vitaliseur parce que, euh, bien sûr, il y a des avantages potentiellement d'un point de vue santé, parce que ça évite la formation d'AGE, ça préserve mieux les nutriments, etc. Mais c'est surtout qu'en 10 minutes, ça te permet d'avoir des légumes cuits qui sont juste excellents, qui préservent, qui gardent vraiment leur goût, tu vois. Et quand tu as des bons produits en entrée, que tu les respectes dans la façon dont tu les cuis, et ben en sortie, tu as quelque chose qui est délicieux et qui est facile. Et tu vois, j'ai plein d'amis parisiens, citadins, etc., qui travaillent beaucoup et qui disent ouais, j'ai pas le temps de cuisiner. En réalité, tu achètes des légumes de saison, tu les mets dans ton vitaliseur, même sans les éplucher, tu les coupes un peu grossièrement, tu les mets dedans, en 10 minutes ils sont cuits. Pendant ce temps-là, tu as fait cuire une pièce de viande de qualité dans ta poêle, tu rajoutes un peu d'huile d'olive, un peu de gros sel, quelques herbes. Ben voilà, ça c'est mon plat du soir que je mange tous les jours. Mais comme tous les jours, les végétaux ils changent, la pièce de viande elle change, etc. Ben en fait, c'est vachement varié et on se régale avec ma femme, etc. Et voilà, je suis super content de manger ça et j'ai pas du tout l'impression de me priver. Donc voilà. Euh, on m'a posé une question sur le jeûne, ce que j'en pensais, etc. J'ai enregistré, je crois, dans la saison précédente du podcast, un super épisode avec Fabien Moine sur le sujet. Je pense qu'il résume bien tout, donc ça vaut vraiment le coup de l'écouter. Moi, je fais du jeûne intermittent au quotidien parce que je pense que c'est cohérent avec notre physiologie, parce qu'il y a potentiellement des avantages en termes de longévité et de bien-être, mais surtout parce que, de la même façon que pour le low carb, je trouve que c'est quelque chose qui me convient extrêmement bien et ça m'aide à rentrer dans une espèce de tunnel de concentration et de deep work le matin, d'avoir une énergie beaucoup plus stable sur la journée. Je vois que d'un point de vue digestif, tu vois, à un moment, je faisais pas mal de musculation et je mangeais 4 fois par jour avec à chaque fois beaucoup de glucides. Et en fait, j'étais tout le temps en train de digérer, je me sentais tout le temps lourd. Euh, et, euh, et j'ai trouvé ça très désagréable en fait, même si ça s'est traduit par des gains de muscles. Et tu vois, je partais de 70 kilos, ça m'a permis de monter à 85. Aujourd'hui, j'arrive à me maintenir à 80, tu vois, et être bien avec un super équilibre, j'ai l'impression, en termes de poids-puissance, et qui me permet à la fois d'être fort pour faire mes ultra-trails et en même temps de soulever des barres et de faire des tractions, etc. Donc voilà, donc j'ai trouvé un équilibre qui me convient bien. Mais voilà, mais c'est sûr que d'être tout le temps en train de digérer, pour moi, je trouve ça, je trouve ça désagréable en fait. Et en fait, j'adore manger. J'adore manger et je trouve que le jeûne intermittent, bah, tu vois, un peu comme les saisons où je disais, bah, à chaque transition, ça te permet par biais de contraste de te réjouir de la nouvelle qui arrive.
bah, grâce au jeûne intermittent, le fait de pas être tout le temps en train de manger, ça fait que quand je mange le midi, je me réjouis de manger, tu vois. J'ai hâte de manger et je suis content de démarrer mon assiette, tu vois. Et, euh, et puis, pareil le soir. Donc, je mange que 2 fois par jour. Et en plus, c'est des, entre guillemets, des gros repas. Des gros repas, mais pas avec peu de glucides. Ça n'empêche qu'ils sont faciles à manger, tu vois. J'ai pas l'impression qu'ils m'alourdissent. Mais pour autant, ils sont quand même gros en termes de calories, puisque chacun fait à peu près 1500 calories, puisque j'en mange 3000 par jour. Euh, et donc, euh, et donc, j'ai pas l'impression de me priver. Et comme je suis un peu gourmand, je suis content, tu vois, de pouvoir me faire des bonnes assiettes et ouais, de bien profiter de mon repas. Enfin, ouais, j'adore manger, en fait. C'est une passion pour moi de manger. D'ailleurs, ça revient un peu à ce qu'on disait précédemment sur l'orthorexie. Ben, le fait de manger sainement, je disais que c'était pas une privation pour moi. Au contraire, j'adore manger et je me régale et c'est une passion pour moi. On m'a posé une question aussi sur la régularité des prises. Donc, quelle est la différence entre couvrir ses besoins de 100 unités de quelque chose en 3 prises dans la semaine plutôt que de couvrir ce même besoin en 100 unités, de 100 unités en 7 prises dans la semaine? Donc, par exemple, manger des boîtes de sardines 3 fois par semaine ou manger des boîtes de sardines 3 fois par semaine et compléter par des complets alimentaires les 4 autres jours pour avoir toujours la bonne quantité d'oméga 3. Euh, Encore une fois, tu vois, si tu te. En fait, le problème, je pense que la raison pour laquelle il y a autant de questions sur la nutrition, qu'on ne sait jamais vraiment quoi faire, etc., c'est parce que on se fonde sur des modes, sur des dogmes, plutôt que sur des principes. Euh, Tu vois, par exemple, bon, il y en a qui disent que la viande rouge est mauvais pour la santé. Ok, euh, on en a mangé pendant 300 000 ans. Ça a toujours fait partie, comme je le disais précédemment, de l'histoire humaine. Pourquoi tout d'un coup, quelque chose qu'on a toujours mangé et qui représentait la majorité de nos calories serait devenu dangereux et mauvais pour nous? Ok, partant de cette question, bon, il y a des choses qui ont pu changer. Quand on étudie la viande rouge, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de viande rouge nourrie à l'herbe qui va avoir un profil d'acide gras oméga 3, oméga 6 parfaitement équilibré, ou de viande rouge nourrie au maïs et aux céréales qui est beaucoup trop riche en oméga 6? Mais les oméga 6 en soi, c'est pas néfaste en soi, c'est néfaste dans notre contexte et dans notre environnement parce que on en mange déjà beaucoup trop par ailleurs à cause des huiles de graines, des produits transformés, etc. Donc déjà, on voit qu'il y a un distinguo à faire entre viande rouge nourrie à l'herbe et viande rouge nourrie aux céréales. Mais même si on considère la viande rouge nourrie aux céréales, il y a une différence de contexte. C'est dans ce contexte-là que potentiellement, elle peut aggraver un problème qu'on a déjà. Ok? Et donc là, je suis que sur la viande rouge fraîche. Si on rajoute la notion de viande rouge transformée, ben, il y a tout ce qu'on rajoute avec, les sels nitrités, etc., qui rentrent dans la perspective et dans le distinguo final. Et donc voilà, s'il y avait quelque chose de mauvais dans la viande rouge, qu'est-ce que ce serait? Quel acide gras, quelle vitamine, quel minéral, quel acide aminé pourrait justifier le fait que ce soit potentiellement dangereux? Et voilà. Et quand tu t'intéresses vraiment au principe, plutôt que de t'intéresser entre guillemets à l'étude épidémiologique de la viande rouge dans sa globalité, c'est mauvais pour les maladies cardiovasculaires, mais on ne sait pas pourquoi, etc. Et ça veut rien dire. Il faut s'intéresser au principe, à la physiologie, à qu'est-ce qui se passe réellement et comment est-ce que cet aliment va interagir avec notre organisme. Pourquoi je fais cette précision? Tu vas te dire, ça n'a rien à voir avec la question. Bah si, tu vois, dans notre environnement, pendant ces 300 dernières milliers d'années, il y avait une variabilité dans la disponibilité des nutriments, dans la disponibilité des macronutriments, donc des protéines, des lipides, des glucides. Il y avait certainement des moments où on tombait sur un arbre avec plein de fruits et donc on mangeait à fond plein de glucides. D'autres moments, on n'en avait pas parce que c'était l'hiver, c'était beaucoup plus compliqué de trouver des fruits et donc très probablement on était cétogène, voire même carnivore. Des moments où on mangeait beaucoup de protéines animales et puis des moments où on en mangeait moins tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à chasser. Des moments de jeûne. Enfin voilà, notre physiologie, elle est adaptative par défaut parce qu'on a vécu dans des environnements qui étaient naturellement variables. Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas et ce qui fonde une grande partie des questions qu'on se pose parce que dans cette opulence de choix, tu vois, le choix suppose de pouvoir faire le mauvais. Tandis qu'avant, on n'avait juste pas le choix, donc on ne se posait pas la question et quelque part, c'était presque très bien, peut-être. Et donc, je pense que de la même façon qu'on est tout à fait capable de vivre et de survivre sans nourriture à certains moments, sans glucides, à d'autres moments, sans protéines, à d'autres moments, etc.
je pense qu'on est tout à fait capable de survivre sans magnésium à certains moments, sans vitamine C à d'autres moments, etc. Donc, je pense même que cette variabilité, elle est positive parce qu'elle permet de garder une pleine sensibilité des capteurs et des enzymes, etc., qui permettent de gérer tous ces nutriments. Tu vois, je prendrais je ferais un parallèle avec les antidépresseurs qui jouent sur la recapture de la sérotonine dans le cerveau. Donc, quand on est dépressif, parfois ça peut être lié à un manque de sérotonine. Et donc, tu as des antidépresseurs qui vont jouer sur la recapture. Parce que normalement, dans les fentes synaptiques, tu as de la sérotonine qui est libérée. Et ensuite, elle est détruite par des enzymes. Et voilà. Et puis après, tu en as de nouveau qui est mise, etc. Et donc, ces antidépresseurs, ils jouent sur la recapture. Donc, ils empêchent qu'elle soit détruite pour qu'elle reste plus longtemps dans les fentes synaptiques. On voit que ça apporte des bénéfices. Mais le problème, c'est que quelque part, le fait d'être plus stimulé, les capteurs deviennent moins sensibles. Et quand tu arrêtes les antidépresseurs, tu as une espèce de double peine. Parce que d'une part, tu en as moins, parce que naturellement, peut-être ton cerveau en produisait moins, etc. Mais en plus, tes capteurs sont devenus moins sensibles de cette habituation d'en avoir tout le temps plus dans la fente synaptique. Et donc l'absorbent moins. Et donc, c'est pour ça que tu as des psychiatres qui disent que les antidépresseurs, ils devraient être utilisés en ultime recours s'il y a un risque pour la santé, pour la survie de l'individu, c'est-à-dire s'il y a des vrais risques de suicide. Mais sinon, il vaut mieux utiliser d'autres voies thérapeutiques. On peut voir la même chose avec la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, qui est la raison pour laquelle les glucides sont diabolisés aujourd'hui, c'est parce que on n'arrête pas de faire des pics de glycémie, qui au bout d'un moment fait que nos cellules sont toujours comment dire, baignées dans l'insuline et deviennent de moins en moins sensibles. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline et qui cause le prédiabète puis le diabète. Donc voilà, donc on pourrait très bien imaginer que ce soit la même chose, tu vois, pour le magnésium, le zinc, la vitamine C, etc. Que le fait d'avoir toujours des doses entre guillemets optimales, notamment grâce aux compléments alimentaires, rendent moins capable notre corps de les gérer efficacement. Donc moi, je pense que la variété, la variabilité, l'hormèse d'une certaine façon, parce que c'est une forme d'hormèse en fait, c'est un stress aussi pour l'organisme de manquer d'un nutriment. Euh, Comme disait Nassim Nicolas Taleb, l'hormèse dans l'histoire évolutive humaine, c'était pas l'exception, c'était la norme. Et donc, on peut la voir sur l'exposition au froid, sur l'exercice physique, sur le jeûne, sur l'exposition au chaud, etc. On peut le voir aussi d'un point de vue nutritionnel sur la disponibilité des nutriments. Donc voilà, donc moi je pense que il vaut mieux, enfin que c'est tout à fait ok d'avoir cette variabilité au cours de la semaine, du mois, de l'année. Et d'ailleurs, tu vois, il y a tout un sujet aujourd'hui autour des oxalates et du fait qu'elles peuvent s'accumuler dans l'organisme et puis créer des problèmes articulaires, enfin plein de problèmes. Mais en réalité, le corps, il est tout à fait capable de détoxifier les oxalates. Là où ça pose un problème dans notre contexte aujourd'hui, c'est quand elles sont tous les jours présentes parce que on mange tous les jours les mêmes aliments. Mais si naturellement, tu as une variation importante dans ta consommation des nutriments, enfin des aliments au cours de l'année, il y a des phases où en fait, tu vas avoir une charge en oxalate qui va être hyper faible, pendant laquelle ton corps va potentiellement détoxifier ce qu'il a stocké. Et voilà, et ça sera tout à fait OK. Donc voilà, donc je suis plutôt pour cette variété. Après, si on fait juste une petite précision, dans les vitamines et les nutriments, on a des choses qui sont plutôt liposolubles, qui vont plutôt se stocker dans l'organisme, comme la vitamine D, la B12, etc. Donc là, il n'y a clairement pas besoin d'un apport quotidien strict. Puis après, tu as des nutriments qui sont hydrosolubles, donc qui sont mal stockés, et donc sur lesquels ça peut être un peu plus stratégique d'optimiser les apports sur la semaine, sur le mois, comme justement le magnésium, la vitamine C, beaucoup de vitamine B, le zinc, les oméga 3. Ok, donc j'ai fini sur le sujet de la nutrition. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser et potentiellement ça fera l'objet d'un autre question-réponse dans quelques mois. Sur l'aspect sport, comment est-ce que je travaille mon cardio? Alors, déjà, moi, il faut savoir que je déteste courir. J'ai commencé à courir par vengeance contre mon passé, justement parce que je séchais tous les cours de course à pied au collège et au lycée, et puis j'étais convaincu que j'étais incapable de faire plus d'1 kilomètre. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'inscrire
la première fois à une Spartan Ultra pour me prouver que j'en étais capable. Et donc, j'ai pas beaucoup d'expérience en fait en course à pied. Ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans que je cours maintenant. Et donc, c'est vrai que j'ai fait des ultra trails extrêmes, etc. Mais ça me convient bien parce que, tu vois, j'ai pas de faculté génétique particulière en force ou en endurance. C'est-à-dire que je suis suffisamment fort, suffisamment endurant, mais je suis moyen dans les deux, tu vois. Je suis pas hyper bon pour l'explosivité ou pour prendre beaucoup de muscles, etc. Et je suis pas hyper rapide. Tu vois, il y a des gens, ils se mettent à courir et puis au bout de 6 mois, ils ont des temps de dingue que j'atteindrai peut-être jamais. Là où je suis fort, c'est sur la partie durabilité. Je me blesse peu, je peux encaisser beaucoup de temps, de sport, de volume, etc. J'ai un très bon mental parce que j'abandonne jamais. Et c'est ce qui me permet de performer dans les ultra-trails que je fais en autonomie parce que mon corps résiste mieux que les autres à des environnements qui sont dangereux, difficiles, avec un sommeil qui va être dégradé, un stress thermique important, une plus faible disponibilité justement en calories par rapport à ma dépense quotidienne, la nécessité d'être suffisamment fort pour porter un sac qui fait 8-10 kilos, voire même plutôt 12 au début des courses, et malgré tout pouvoir courir avec sans m'éclater toutes les articulations, les genoux, etc. Et en même temps, donc la force pour ça, et en même temps l'endurance pour continuer à courir alors que tu as déjà fait 200 km et que tout ton corps te crie d'arrêter. Donc finalement, c'est pour ça que c'est un sport qui me convient bien. Et puis en plus, moi qui adore l'exploration, si j'étais pas entrepreneur, je me serais rêvé explorateur. J'aime bien les récits de Mike Horn, etc. Ça me nourrit beaucoup d'explorer le monde, de découvrir le monde. Et en fait, c'est une exploration géographique, mais aussi physique, physiologique, cognitive, intellectuelle, mentale, et même au niveau de la conscience. Ça a plein d'effets positifs entre guillemets sur ma façon de voir le monde, d'interagir avec les autres, de distinguer ce qui est important de ce qui est futile, de savoir à quoi je veux dédier mon énergie, qu'est-ce qui fait sens dans ma vie. Enfin, ça m'aide ça élargit aussi mes barrières mentales. Enfin, c'est un peu comme si le fait d'être capable de couvrir de grosses distances géographiques, ça ouvrait aussi des facultés et une ouverture mentale à tout ce niveau-là. Donc voilà pourquoi tout ça me convient bien, euh, mais voilà, je fais cette précision pour dire que je ne pense pas être le mieux placé pour te dire comment bien développer ton cardio, d'autant plus que ça dépend du contexte. Moi, je développe mon cardio pour cette finalité-là, qui est des ultra-trails de 250 km en autonomie. Si je voulais performer sur un 10 km, mon entraînement, il serait complètement différent. Je pense, par contre, que de tout ce que j'ai entendu, le plus important, c'est la fréquence. C'est-à-dire que courir un peu tous les jours sera toujours supérieur au fait de faire une grosse séance le dimanche. Ensuite, le deuxième élément le plus important, c'est le volume. Sur ta semaine, faire 7 heures d'entraînement vaut plus que d'en faire 2 plus intenses. Et le troisième élément, le moins important de mon point de vue, c'est l'intensité, donc les séances intenses. À savoir que plus on sera sur des distances longues, plus fréquence et volume seront importants, et plus on voudra performer en termes de temps sur des distances courtes, donc des 5 km, des 10 km, des 21 km, des 42 km, des Aerox, etc., plus il faudra faire des séances intenses. Voilà pour les grandes bases. Je pense aussi que tout ce qui est marche, en réalité, marche quotidienne, des marches rapides, etc., rocking, donc simplement le fait de mettre un sac à dos lourd pendant que tu vas marcher, c'est une excellente façon d'améliorer ton cardio, de rajouter du volume facile. Donc moi je marche énormément, c'est en même temps quelque chose qui me fait beaucoup de bien d'un point de vue intellectuel. D'ailleurs je considère même pas ça comme du temps de détente, mais presque comme du temps de travail. Si on considère que la responsabilité d'un chef d'entreprise, c'est de prendre les meilleures décisions possibles, eh bien souvent mes meilleures idées, la solution à mes problèmes, etc. viennent quand je suis en train de marcher. Donc voilà, pour moi la marche fait vraiment partie du développement du cardio. Après, tu vois, tu as plusieurs agrès pour développer ton cardio. Donc, j'ai parlé de la marche, mais tu as le vélo, la natation, la course à pied. Et si tu vois ça comme si tu appréhendes ça comme un ratio temps passé par rapport aux bénéfices et aux adaptations physiologiques, le plus intéressant, probablement, c'est la course à pied avec éventuellement la natation.
Et le vélo peut être intéressant, mais tu vas quasiment devoir faire le double de volume pour avoir les mêmes adaptations. Donc, dans un contexte de temps limité, je pense qu'il vaut toujours mieux privilégier plutôt la course à pied que le vélo. Et le vélo, il peut être intéressant si tu veux rajouter encore plus de volume en diminuant les risques de blessure parce que tu as un stress musculo-squelettique qui est beaucoup plus faible. Donc voilà, et j'ai testé plusieurs méthodologies d'entraînement. Je me suis fait coacher par Nicolas Vandel, c'était très très intéressant. J'ai acheté son livre aussi. J'ai testé la méthode Rabbit de Véronique. On a enregistré un épisode ensemble qui est très très intéressant. Je t'invite à l'écouter. Elle a un truc en ligne. Et puis sinon, elle a écrit un livre aussi. Ça s'appelle Courir à la sensation, quelque chose comme ça. Et elle, justement, elle promeut le fait de potentiellement moins courir en termes de volume, de temps, mais avec des séances plus qualitatives. Et son approche, elle est quand même assez intéressante. Donc voilà, si tu as envie de creuser. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que je teste l'application Campus Coach de Nicolas Sapiès, avec qui j'ai enregistré aussi un super épisode que je te recommande d'aller écouter. Et j'aime beaucoup la façon dont c'est programmé. Donc c'est vraiment très très chouette. Donc ça me plaît beaucoup. Et puis après, tu l'as compris, moi je suis un explorateur, j'adore découvrir de nouvelles choses. Mais donc ouais, je te recommande ça. Et un autre truc qui est pas mal aussi, donc je disais que le volume était important et parfois tu n'as pas forcément le temps de mettre suffisamment de volume dans ta semaine. Les week-end shocks, en tout cas dans la préparation des ultra-trails, je ne sais pas si la littérature scientifique corrobore ça pour des choses plus courtes, est hyper hyper efficace. Et en plus, pour moi, ça me fait une espèce de bulle de déconnexion que j'aime beaucoup. Donc tu vois, mon volume d'entraînement sur la semaine, il n'est pas si important que ça. Je vais avoir en général 4 séances de course à pied et puis entre 2 et 3 de musculation, renforcement musculaire. Donc les 4 séances de course à pied, elles se divisent en 1 à 2 séances intenses, une séance d'endurance fondamentale. Et donc ces 3 séances-là, c'est des séances d'1 heure maximum. Et puis une sortie longue le week-end qui va faire entre 2 heures et puis 5 heures, on va dire. Donc en moyenne, ça me fait donc à peu près 3 heures, on va dire, sur mes sorties en semaine. Et puis, allez, on a qu'à dire 3 heures de sortie longue le week-end, ça me fait 6 heures d'entraînement en course à pied. C'est quand même des volumes qui sont pas énormes, tu vois. Quand j'écoute des ultra-trailers et que je vois les volumes qui se bouffent avec des semaines de 15, 20, 25 heures, c'est colossal. Et après, bon, bah, par contre, je marche allez, au moins 1 heure par jour, mais entre 1 et 3 heures. Parce que disons que j'ai 1 heure de marche quand je promène mon chien, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Et à ça s'ajoutent mes calls et mes meetings que je fais toujours en marchant. Et donc, selon la quantité de calls et de meetings que j'ai, je rajoute entre 1 et 2 heures de marche pendant ces moments-là. Et puis, sur la partie renfo, c'est des séances qui durent 3 quarts d'heure à 1 heure. Donc, comme je l'ai dit, il y en a au minimum 2, parfois 3, généralement entre 2 et 3. Donc, ça fait entre 2 et 3 heures supplémentaires. Donc, en sport strictus sensu, je suis sur des semaines en moyenne qui font 9 heures. 9-10 heures, non, disons 9 heures. Donc c'est pas un volume énorme, quoi. C'est vraiment pas un volume énorme. Et par contre, assez régulièrement, peut-être une fois par mois, une fois tous les mois et demi, je vais avoir des week-end shocks où là je vais enchaîner entre 10 et 20 heures de course sur le week-end. Et donc ça, par contre, ça me rajoute un gros volume. Et donc c'est surtout grâce au week-end shock que j'arrive à ajouter et à augmenter mon volume. Comment je gère le surentraînement ? Je gère pas parce que j'ai pas l'impression de me surentraîner. Il y a plusieurs choses à voir par rapport à ça. Déjà, je pense que plutôt que de parler de surentraînement, il vaut mieux parler de sous-récupération. Je pense pas que le surentraînement existe. On peut toujours s'entraîner plus en perspective du temps qu'on a pour récupérer. La récupération, elle est polymorphe. Bien sûr, il y a le temps de sommeil. Bien sûr, il y a le temps passé à pas faire de sport. Mais il y a aussi tout l'aspect intellectuel, mental, etc. qu'il faut prendre en compte. Là, tu vois, quand je passe une semaine à Paris, que j'enregistre des podcasts matin et soir, matin et après-midi, que j'ai des déj en plus le midi, parfois des dîners le soir, je suis sur un rythme où je fais pas plus de sport, mais qui est beaucoup, beaucoup plus fatigant d'un point de vue cognitif. De la même façon, moi, dans mon quotidien, j'ai tout un tas de routines, entre guillemets, d'habitudes liées à mon sommeil, etc., qui fait que je dors super bien, je me réveille le matin sans réveil, débordant d'énergie. J'ai mes phases de deep work où je rentre dans un tunnel de concentration où je suis hyper efficace, hyper productif. Le midi, je me régénère
et je recharge mes batteries en 10 minutes et l'après-midi, ça me donne, j'ai l'impression de recommencer une nouvelle journée. Et puis vers 16h30, 17h, je fais mon entraînement de sport et je suis parfaitement disponible pour ça et je fais des entraînements hyper qualitatifs. Puis après, je passe du temps de qualité avec mes filles, une soirée avec ma femme et je me couche et en 5 minutes, je m'endors et je dors trop bien et avec un sommeil hyper profond. Et ben voilà, tu vois, ça en fait, c'est ma vie, elle est tellement bien optimisée, etc. Que je peux toujours donner le maximum de mon potentiel. D'ailleurs, j'ai fait une formation sur le sujet qui s'appelle bioroutine. Et en fait, c'est simple, c'est pas magique parce que pendant 25 ans de ma vie, c'était l'inverse. Pendant 25 ans de ma vie, je mettais 3 heures à m'endormir le soir, je me réveillais fatigué, j'avais du mal à me concentrer, j'avais un coup de pompe l'après-midi. Enfin bref, ça avait rien à voir, quoi. Et en fait, ça fait juste 5 ans que j'ai reçu, je te dis, 150 personnes sur mon podcast qui m'ont partagé leurs outils pour performer intellectuellement, physiquement, pour durer, avoir une meilleure vitalité, longévité, etc. Et j'ai testé leur routine dans mon quotidien et petit à petit, j'ai fait ma recette. Tu vois, j'ai une grosse boîte à outils, j'ai testé les choses et en fonction de mon contexte, j'en utilise certaines, pas d'autres. Et ça me prend même pas spécialement de temps supplémentaire parce qu'en fait, c'est juste interconnecté dans mon quotidien. Mais ça permet que ma physiologie, elle soit parfaitement adaptée à la demande du moment. Donc tu vois, si je suis en train de manger, ben, elle est parfaitement adaptée au fait de digérer de façon optimale. Si je suis en train de me reposer, elle est parfaitement adaptée au fait de récupérer et de me régénérer. Si je suis en train de travailler, elle est parfaitement adaptée au fait de m'activer mentalement et d'être concentré. Si je suis plutôt sur une tâche créative ou de discussion, eh ben, je vais plutôt activer ma pensée divergente. Et voilà. Et en fait, tout ça fait que mon corps est systématiquement dans le meilleur état possible pour la demande du moment. Et donc ça fait que ben, je ressens... Enfin, je récupère super bien en fait. Je récupère super bien et alors, on va dire que j'ai un problème qui a une qualité aussi, c'est que j'ai tendance à être un peu con. Ce qui est planifié, ce qui existe, enfin ce que j'ai prévu de faire, je veux toujours le faire, tu vois. Donc le dimanche, je passe 1 heure à planifier ma semaine avec mes tâches, etc. Mes projets moyen-long terme que je mets dans mes blocs de deep work le matin, mes tâches de type plutôt to-do list qui nécessitent moins d'intelligence, mes calls et mes meetings plutôt l'après-midi, mes séances de sport, etc. Et si c'est planifié, je veux le faire. Enfin voilà, tu vois, il n'y a pas d'excuse. Même si je me sens un peu fatigué, même s'il fait pas beau dehors, même si ceci, même si cela, paf, non, c'est là, c'est fait. Je me pose même pas la question. Alors ça diminue énormément ma charge mentale. Ça m'évite d'avoir besoin de motivation pour faire les choses, etc. Et au final, c'est un côté. Et je reviens à ce que je disais un peu plus tôt en disant tout est équilibré, tu vois. Il y a du positif et du négatif dans chaque chose. Et donc le positif de tout ça, c'est que tout est fluide, j'ai aucun stress à me demander est-ce que j'aurai le temps de faire ma séance de sport, est-ce que ma semaine elle aura été productive et efficace, est-ce que j'aurai avancé sur les choses qui sont réellement importantes pour le développement de mes projets moyen long terme, etc. Donc c'est hyper confortable, ça me permet d'être hyper performant et de faire énormément de choses dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment j'arrive à la fois à être un père de famille, passer du temps de qualité avec mes filles, développer une boîte en hyper croissance et en même temps m'entraîner pour des ultra trails. Et ben justement, c'est parce que notamment je suis très très organisé. Mais en même temps, ça a l'inconvénient du fait que je m'écoute moins. Je m'écoute moins et donc peut-être que si je me sens... Enfin, peut-être qu'il y a des moments où mon corps m'enverrait des signaux qui me diraient qu'il ne faut pas que j'aille m'entraîner. Bah, je vais quand même y aller parce que la séance, elle est notée et je ne veux pas la rater. Mais petit à petit, malgré tout, je m'améliore et je suis un peu plus à l'écoute justement de moi-même, de mes signaux internes. Et donc, il y a des moments, voilà, si vraiment je sens que je dois pas y aller, je vais quand même sortir parce que pour moi, le sport, je fais pas du sport pour performer ou pour atteindre mon objectif, ça fait partie de ma vie entre guillemets, c'est nécessaire pour plein d'autres choses, indépendamment du sport. Pour ma régulation émotionnelle, voilà, pour me sentir bien, pour réussir à bien dormir, enfin pour plein de choses. Donc, je vais quand même sortir, mais par exemple, je sais pas, j'avais une séance intense de prévu avec des fractionnés qui sont hyper exigeants. Bah, au lieu de faire ça, je vais peut-être juste faire un petit footing en zone 2 tranquille. Et si même le petit footing en zone 2 tranquille, je le sens pas trop, bah, je vais peut-être juste aller marcher en fait. Juste aller marcher, ça met quand même mon corps en mouvement. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais euh, alors 2 trucs. Guillaume Millet, qui s'est beaucoup intéressé à la fatigue, il montre que moins t'en fais, moins t'es capable d'en faire, plus t'en fais, plus t'es capable d'en faire.
Donc si tu te sens épuisé, etc., la pire chose à faire, c'est de rester sur ton canapé. C'est la meilleure façon d'entretenir ton état de fatigue, surtout si en plus tu as ton discours intérieur qui dit oh, je me sens fatigué, etc. Et à l'inverse, le fait de sortir dehors, d'aller courir un peu ou d'aller marcher, c'est la meilleure façon de réveiller ton énergie. Et d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé souvent de le constater, tu vois, d'être épuisé en fin de journée après ma journée de boulot. Et puis, j'ai une séance, j'ai vraiment pas envie d'y aller, mais comme elle est notée et comme ça fait partie de mes habitudes, de, mon, de ma philosophie de vie, j'y vais quand même. Et je rentre et je me sens trop bien. Et là, je rentre et puis je dis à ma femme putain, j'avais pas envie d'y aller. Et maintenant, ça y est, là, je me sens trop bien et tout. Ah, ça m'a fait du bien. Et quand tu l'as fait suffisamment de fois, ça reste t'ancre un peu cette croyance et donc ça te motive aussi les fois d'après à y aller. Donc voilà, donc tout ça pour dire que faut pas forcément toujours écouter sa fatigue et que voilà, avec le fait de bouger, de se mettre en mouvement, ça peut justement te redonner de l'énergie. Et d'ailleurs, tu vois, même dans un contexte de maladie, euh, ça dépend ce que tu as évidemment, mais globalement, la littérature scientifique a plutôt tendance à montrer que le fait de te mettre en mouvement, bah, ça va permettre de faciliter, d'augmenter la circulation sanguine. Et donc, cette augmentation de la circulation sanguine, de la perfusion sanguine, de l'oxygénation des tissus, etc., va favoriser et accélérer la guérison. De la même façon que ça permet de faire circuler la lymphe. La lymphe, c'est un petit peu comme les égouts du corps, mais c'est aussi là-dedans que circule tout le système immunitaire. Et la lymphe, il n'y a pas de pompe qui l'a fait fonctionner. La pompe, en fait, c'est les contractions musculaires qui l'a fait circuler. Donc voilà, donc quand on est malade, qu'on a besoin que justement notre système immunitaire soit efficace, ben, ça peut être bien de faire des mouvements légers, je sais pas, un peu de mobilité, du yoga, d'aller marcher un peu dehors, etc. Mais donc voilà, plutôt que de parler de surentraînement, je parlerai de sous-récupération. Et dans cette notion de sous-récupération, il faut voir le temps qui est dédié au repos, à la détente, la qualité du sommeil, éventuellement faire une sieste. Tu vois, par exemple, moi j'adore le NSDR le midi, je trouve que c'est hyper puissant pour me régénérer. Et puis l'aspect aussi cognitif, pas oublier tout le stress mental qui peut être lié au travail, à la famille, enfin tout ça qui joue aussi vachement. Et donc ça m'amène j'ai fini sur la partie sport, on va parler un peu de business maintenant. Et justement, on m'a demandé comment est-ce que je faisais la différence entre la fatigue mentale normale et les premiers signes d'un vrai burn-out. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi parce que je suis passionné. Je suis vraiment passionné par ce que je fais et j'ai l'impression de contribuer à une mission qui est importante. Par le passé, j'ai monté des business par opportunité. Je savais que ça pouvait marcher, c'est pour ça que j'y suis allé, et puis ça a marché, et puis j'étais excité par le fait de réussir quelque chose et puis de gagner de l'argent, mais ça ne répondait pas à un sens transcendantal hyper profond. Tandis qu'avec Féroce, je veux transformer les modes d'agriculture et d'alimentation en France. Je pense que la mission qu'on défend est fondamentale parce que nourrir parfaitement nos cellules, c'est ce qui permet à l'être humain de fonctionner au maximum de son potentiel. Et je trouve que la vie est tellement riche que c'est presque une responsabilité de la vivre pleinement. Et moi, je trouve que j'ai une vie incroyable, j'ai des émotions absolument exceptionnelles. Et je souhaite ça à tout le monde. Et puis de l'autre côté, il y a des enjeux sociétaux et environnementaux qui sont bien connus. Et donc je pense qu'il est vraiment fondamental de trouver des solutions pour continuer à permettre à l'espèce humaine de se développer, en tout cas de s'épanouir, et en même temps de durer dans un contexte de ressources limitées. Parce que les ressources de la planète sont quelque chose de fini. Et d'ailleurs, tu vois, je me suis, il n'y a pas longtemps, là, j'ai assisté à une conférence de Jean Covici qui présentait les rapports du Shift Project pour décarboner l'agriculture. Sa conclusion, c'était de dire que le seul scénario possible, c'était l'élevage à l'herbe. Donc ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on promeut avec Féroce. Et l'élevage à l'herbe, ça permet de réconcilier à la fois la santé humaine, la santé des sols, la santé de la planète, mais aussi la santé des éleveurs et des agriculteurs. Parce que moi, je vois des agriculteurs qui sont en élevage intensif. En fait, ils sont obligés d'investir énormément dans leur outil de production qui est leur ferme, d'acheter des tracteurs, des surfaces pour faire pousser du maïs et du soja, etc. Enfin, des investissements colossaux. Après, ils se retrouvent hyper endettés à devoir rembourser des mensualités de crédit colossales, ce qui fait qu'ils travaillent 80 heures par semaine
tout ça pour gagner moins d'un SMIC. Et ils sont pris au piège par ce système et les endettements records qu'ils ont eu. Alors que de l'autre côté, les élevages à l'herbe, en fait, les éleveurs, ils ont juste à laisser les animaux vivre comme ça en plein air. C'est juste de la surveillance, il n'y a quasiment rien à faire. Il n'y a rien à apporter, enfin voilà, il n'y a rien à ajouter. Et au final, ça permet à la fois que eux soient en meilleure santé, nous on rémunère mieux leur viande, donc ils vivent aussi correctement d'un point de vue financier. Et voilà, et au final, tu te rends compte que à tous les égards, que ce soit la biodiversité, la séquestration du carbone dans le sol, le profil d'acide gras oméga 3 dans la viande, etc., la teneur en vitamines, en minéraux, enfin, il y a vraiment un continuum. Et je pense que la nature, elle fonctionne toujours un petit peu comme ça. Quand tu regardes la permaculture, par exemple, le jardin, là, je suis en train de suivre une formation de permaculture design qui est hyper bien faite. Et puis, en fait, dans le jardin, en permaculture, tu vas avoir tes zones de culture, tes zones de fertilisants, entre guillemets, qui te permet, où tu fais pousser des plantes, en fait, que tu vas couper et qui vont te permettre d'apporter de la matière organique pour tes zones de culture. Et tu as des zones de biodiversité où tu vas mettre une mare, tu vas mettre certaines plantes, etc., qui vont attirer les insectes pollinisateurs, la mare qui va attirer des grenouilles, par exemple. Et les grenouilles, elles vont manger, je sais pas, les limaces, ce qui fait que les limaces, elles vont pas aller bouffer tes salades sans que tu aies besoin d'acheter de pesticides. Et en fait, tu t'aperçois que les systèmes naturels, ils sont biodynamiques, tu vois, et ils s'équilibrent naturellement. Et donc voilà, je suis complètement parti très très loin de mon sujet initial, mais tout ça pour dire que oui, j'ai l'impression de contribuer à une mission et ça fait que donc j'ai ce sens transcendantal et puis en même temps je suis passionné par ce que je fais et donc ça fait qu'en fait je pourrais tout le temps travailler. J'ai pas du tout l'impression de travailler en réalité. Et en fait j'y pense tout le temps à ma boîte, etc. J'ai tout le temps envie de lire des trucs sur le sujet, d'écouter des podcasts, de rencontrer des gens, enfin ça s'arrête pas. Et je vois quand ma femme et mes filles sont pas là, bah en fait mon temps, 100% de mon temps, il est consacré soit à développer Féroce, soit à acquérir de la connaissance et à nourrir ma curiosité, soit à m'entraîner, faire du sport, de la mobilité, des trucs comme ça, tu vois. Et j'ai très très peu de moments, entre guillemets, de détente. Parce que je ressens pas le besoin, tu vois. Et c'est vrai que je me dis, bah, peut-être que j'en fais trop, voilà, je devrais peut-être passer plus de temps à méditer. En fait, j'ai compris que ça, c'est une. Tu sais, il y a des tests de personnalité. J'ai fait Processcom et ma base, elle est promoteur. Et c'est un type de personnalité qui s'épanouit dans des environnements rapides, riches en défis, en problèmes à résoudre, etc. Et en fait, ça me donne de l'énergie. Et à l'inverse, des choses qui sont trop lentes, trop processisées, etc., c'est des choses qui vont plutôt me peser. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule personnalité et que chacun doit trouver un environnement qui est fitness pour lui. Tu vois, je parle souvent de cette notion de fitness, d'adaptation à son environnement. Moi, j'ai construit tout un environnement, que ce soit les routines, les gens avec qui je partage du temps, euh, les tâches que j'effectue, etc., qui est fitness avec mon mode de fonctionnement. De la même façon, d'ailleurs, dans les tâches que je fais, eh ben, j'essaie de passer un maximum de temps dans mes zones de génie. Donc, j'aime bien pour ça l'outil du X. Tu as un axe avec ce que tu sais faire. Donc, à droite, tu es super bon. Non, non, pardon. Tu as un axe avec ce que tu aimes faire ou pas faire. Donc, à droite, tu adores le faire. À gauche, tu détestes le faire. Et l'autre axe avec ce dans quoi tu es super bon et ce dans quoi tu es mauvais. Et donc, voilà. Et donc, si tu es en haut à droite, bah, globalement, c'est tes zones de génie. Tu es super bon et tu adores le faire. Tu devrais passer 70% de ton temps. En bas à droite, tu es super bon pour le faire, mais t'aimes pas trop le faire. Bon, ben, ok, tu peux y passer un peu de temps, peut-être 10% de ton temps, parce que tu contribues à ton organisation, à ton entreprise, tu vois. Mais ça ne doit pas représenter la majorité de ton temps. Donc, c'est plutôt des choses qu'il faut que tu essaies, pour celles que tu peux, de déléguer. En haut à gauche, tu adores le faire, mais tu n'es pas très bon. Bah, là, ça peut être intéressant de te former. Et en bas à gauche, à la fois, tu n'es pas bon, et en plus, tu détestes le faire. Là, il faut absolument le déléguer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je dis déléguer, c'est déléguer ou automatiser. C'est bien de se poser la question, de demander, tu peux même te poser la question directement à ChatGPT. Tiens, j'ai cette tâche, j'aime pas la faire. Est-ce que tu penses qu'il y a une IA qui pourrait m'aider à le faire de façon tout aussi efficace? Ou est-ce qu'il y a un process que je pourrais mettre en place qui permettrait de l'automatiser? euh, et, et voilà, et donc je conclue là-dessus sur le burn-out. Donc, où je pense que c'est pareil que pour le surentraînement, où je disais, je pense pas que ce soit un problème de surentraînement, mais de sous-récupération. Je pense que le burn-out, c'est pas un problème de surtravail, mais plutôt un problème de sous-épanouissement. Et donc, je pense que tant que
tu passes la majorité de ton temps dans tes zones de génie, dans des choses qui te donnent de l'énergie, qui te donnent la sensation. Enfin, tu vois, moi, je me rends compte, tu vois, j'ai des interactions humaines avec des gens, je m'aperçois qu'elles drainent mon énergie, alors que d'autres, j'ai passé 1 heure avec quelqu'un, je ressors de là, paf, je suis plein d'énergie. Et c'est pareil pour certaines tâches. Je pense que plus tu fais des tâches et plus tu rencontres de gens qui sont dans ces zones vertes qui te donnent de l'énergie, plus tu te sens bien. Et donc, tu peux en faire presque de façon infinie, tu vois. Et je pense que le burn-out, à l'inverse, c'est quand tu ressens de la tension dans ce que tu fais, soit parce que tu n'es pas aligné. Donc moi, ça m'est arrivé dans cette transition entre ma startup précédente et puis Féroce. Pendant 2 ans, je sentais que j'étais plus à ma place, que ce que je faisais répondait pas à ma quête de sens, que j'avais pas l'impression de contribuer à quelque chose d'utile, etc. En plus, c'était plus en adéquation avec ma passion et l'argent n'était pas un driver suffisant pour me motiver. Et en même temps, j'étais verrouillé et prisonnier de cette vie-là parce que j'avais des salariés, des investisseurs, etc. Et je voyais pas comment je pouvais partir. Pendant 2 ans, j'ai ressenti un peu cette tension de je suis pas à ma place et je fais des tâches qui me donnent pas d'énergie et j'échange et j'interagis avec des gens qui drainent mon énergie. Et, euh, et tu vois, je travaillais pas plus ou moins, tu vois, mais pour autant, l'impact physiologique, l'impact mental était complètement différent et c'est une période que j'ai trouvée extrêmement lourde. Et là, tu vois, là j'étais beaucoup plus à risque de tomber dans le burn-out ou dans le surentraînement parce que, au final, surentraînement et burn-out, c'est la même chose, tu vois. Si t'es pas épanoui professionnellement et que ça se passe pas bien, ben, naturellement, ça va pas bien se passer non plus du côté de ton sport parce que tu rajoutes une dose de stress, etc., qui nécessite aussi de la récupération dans un contexte où tes ressources sont pas limitées parce qu'elles sont déjà obnubilées par cet état de tension. Et en fait, cet état de tension, il faut comprendre qu'il bouffe de l'énergie. La tension, c'est quelque chose qui est pas agréable d'un point de vue sensation et émotion, mais c'est aussi quelque chose qui silencieusement crame une partie de ton énergie. De la même façon que l'inflammation chronique, etc., crame de l'énergie. D'ailleurs, j'ajoute aussi cette perspective qui est que je fais beaucoup de choses dans ma vie, mais en fait, tout en soi est stress. Il n'y a pas d'un côté le stress positif, le stress négatif, etc. Tout, d'une certaine façon, consomme une partie de nos ressources et de notre énergie. Donc moi, je maximise au maximum mes ressources physiologiques avec une alimentation que je considère comme optimale, avec, tu vois, en travaillant un peu ma mobilité, en ayant du mouvement suffisamment dans ma journée, voilà, avec plein d'actions, plein de choses, avec un peu de travail respiratoire, enfin voilà, plein de choses qui participent à faire que mon corps soit dans les meilleures dispositions possibles. Je réduis au maximum les sources de stress que je ne désire pas, donc c'est-à-dire potentiellement tout ce qui est polluant. C'est pour ça qu'avec Féroce, par exemple, on teste tout en laboratoire pour garantir des produits sans aucun polluant, donc pas de pesticides, pas de résidus médicamenteux, pas de métaux lourds, pas de microplastiques, etc. Mais c'est pareil avec l'air que je respire. Je filtre l'air que j'aspire, donc j'ai un truc qui filtre l'air. Je filtre mon eau pour avoir l'eau la plus propre possible, etc. Donc j'évite tous les polluants un maximum, tu vois, pour que mes ressources ne soient pas utilisées à détoxifier ça. En fait, je pourrais m'en remettre. Mon corps, il a il a plein de mécanismes pour faire face au stress. Donc, il pourrait utiliser une partie de son énergie pour détoxifier les xénobiotiques. Mais je préfère qu'il utilise son énergie pour des stresseurs que j'ai choisis. Les stresseurs que j'ai choisis, c'est des projets porteurs de sens, c'est mon sport, etc. Tu vois. Donc voilà, et j'ai conscience de marcher un peu sur une ligne de crête. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en marchant sur une ligne de crête, je vois directement, tu vois, je te disais que j'avais reçu plein de gens sur le podcast et puis je testais les routines dans mon quotidien. Je vois directement si elles fonctionnent ou pas. Parce que si elles ne fonctionnent pas, ça me fait peut-être rapidement basculer sur du trop, justement. Mais là, ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs années que je me sens au top, que je performe physiquement, que intellectuellement, j'ai l'impression que mon cerveau, il est dopé tellement il fonctionne bien. Et je dis pas ça pour me vanter, hein, c'est juste parce que j'ai un moyen de comparaison et que j'ai l'impression, tu vois, d'être transcendé, d'être au maximum de mes capacités. Et tu vois, j'ai des talents naturels que j'ai toujours eu, entre guillemets, mais c'est comme si aujourd'hui, ils marchaient 2 fois mieux ou 3 fois mieux. Il marche 2 fois mieux parce que justement j'ai optimisé un peu toute ma vie, mon environnement pour permettre justement la pleine expression de mon potentiel, et 3 fois mieux parce qu'ils sont au service d'un projet qui m'anime tellement, qui est tellement porteur de sens pour moi, etc., que forcément ça me transcende, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai un peu terminé sur la partie business. On va arriver un peu sur les dernières petites questions. Et il y en avait une sur est-ce que je fais autant de choses parce que je suis TDAH, HPI ou parce que je suis passionné.
Euh, et donc, c'est un peu lié à tout ce que je viens de dire. Et donc, j'en profite pour parler du TDAH. Il y a plein de gens qui m'ont dit que j'étais TDAH. J'ai jamais fait de diagnostic parce que pour moi, je ressens pas le besoin d'avoir une étiquette. Et surtout, je pense que on est incapable aujourd'hui d'expliquer le fonctionnement du cerveau. Déjà, rien que des analyses sanguines pour des marqueurs sanguins, euh, on ne connaît pas quel est l'optimum. Tu vois, je parlais plutôt des protéines, on ne sait même pas quelle est la quantité de protéines idéale qu'on devrait manger chaque jour. Et sur les marqueurs sanguins, en fait, les normes labo, elles sont basées sur des courbes de Gauss, c'est-à-dire que on sait que sur la population, 90% de la population est entre cette norme et cette norme, et donc on considère que c'est ça la normalité. Mais 90% de cette population, par exemple, a aussi une alimentation qui est fondée, enfin qui a des déterminants communs et qui est par exemple fondée sur les céréales et les glucides. Donc, est-ce que ces mêmes marqueurs seraient adaptés pour quelqu'un qui est en cétogène? Peut-être pas. Par exemple, on le voit pour les hormones thyroïdiennes, notamment la T4 et la T3. On sait que tu as besoin de beaucoup plus d'hormones T3 pour gérer plus de glucides. Donc, si tu manges moins de glucides, tu as besoin de moins de T3. Ce qui fait que quelqu'un en cétogène aura probablement des taux de T3 en dessous des normes labo, qui va être considéré comme pathologique, alors que ça l'est pas dans son contexte et dans son environnement. Donc, quand on sait que on n'a même pas de certitude sur quelque chose qui semble quand même hyper tangible, que sont les analyses labo, les analyses sanguines, etc. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'avec un questionnaire de 60 questions, on soit capable de te dire voilà le fonctionnement de ton cerveau, voilà comment fonctionne ta dopamine, etc. Et en conséquence, voilà les choix que tu dois faire dans ta vie. Pour moi, c'est une absurdité. Ça n'empêche pas que un diagnostic de TDAH peut t'aider dans le sens où tu es diagnostiqué TDAH, donc tu vas regarder des choses qui sont des habitudes de vie, etc., des routines potentielles de gens qui ont des TDAH, et il y en a certaines qui vont te convenir. Mais certaines vont te convenir, d'autres pas. Et en fait, là, le TDAH, il est pas, c'est pas le déterminant, en fait, c'est un symptôme, c'est pas la cause du truc. Mais ça crée une espèce de biais de sélection qui fait que généralement, les gens qui ont des TDAH, c'est des gens qui ont peut-être plus de mal à se concentrer, qui ont besoin d'environnements plus stimulants, qui vont être, qui vont avoir une gestion à certains égards, et je précise bien à certains égards, de leur vie, de leur intelligence, de leur cerveau qui est différente, et donc qui ont trouvé par empirisme certaines routines, certaines habitudes qui leur conviennent bien. Et donc toi, grâce à ton diagnostic TDAH, si tu vas voir ces routines-là, il y a des chances pour que certaines te conviennent. De la même façon que moi, si je rencontre d'autres gens qui font du sport ou du trail, on est des atomes crochus et puis qui me parlent de certaines choses qu'ils font dans leur vie qui vont m'intéresser, qui vont me servir dans mon contexte. En fait, c'est plus quelque chose, de mon point de vue, qui peut t'aider qui peut rassembler et t'aider à prendre des raccourcis sur les pistes que tu peux trouver, que le déterminant de c'est parce que je suis TDAH que ça me convient, que ça me convient et que ça me convient bien. Pas. Et je pense que c'est hyper réducteur et que c'est dangereux de se résumer à une étiquette parce qu'elle te limite forcément dans les choix que tu vas faire dans ta vie. Les définitions, justement, sont un peu le fruit de ce réductionnisme moderne. La science, en fait, pour apprendre et comprendre le vivant, elle l'a réduit dans des systèmes de plus en plus petits. Et ce réductionnisme, en fait, fait perdre la notion de phénomène émergent. C'est-à-dire que, tu vois, tu regardes le corps humain, c'est un système. Après, on a commencé à réduire, à étudier les différents systèmes du corps humain, le système immunitaire, le système cardiovasculaire, etc. Et puis après, on a été encore plus loin, on a étudié le cœur. Puis après, on a été encore plus loin, on a étudié les cellules du cœur. Et puis après, on a été encore plus loin, on a regardé les organites de ces cellules, etc. Sauf que le tout est supérieur à la somme de ses parties. On le voit bien, par exemple, avec l'H2O. L'H2O, c'est de l'eau, donc. Et en fait, c'est l'association de deux gaz. Donc si tu regardes les choses par réductionnisme et que tu te dis l'H2O, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène, tu vois deux gaz, c'est impossible que ça fasse de l'eau. L'eau, c'est un phénomène émergent. C'est quelque chose, un état différent qui est la conséquence de l'association de la structure. Et c'est la même chose avec le corps, tu vois. On est beaucoup plus que la somme de nos molécules, on est beaucoup plus que la somme de nos cellules, etc. Et c'est pareil avec un aliment. Un aliment, il est beaucoup plus que la somme de ses vitamines, de ses minéraux, de ses macronutriments. C'est la raison pour laquelle il y a un effet matrice cellulaire. Et c'est pour ça qu'un aliment entier, il sera toujours supérieur à une molécule qui aura été
extraites ou créées chimiquement dans un complément alimentaire. Donc, il y a vraiment un effet matrice. Donc voilà, donc le TDAH, c'est pareil. Donc moi, je crois pas. Et donc, tu vois, je parlais tout à l'heure des tests de personnalité, de ProcessCom et de ma base de bref, je me souviens plus de ma base, je l'ai dit tout à l'heure, mais bref, c'est pas important. Mais toujours est-il que tu vois, c'est pareil. J'ai cette base de personnalité. En fait, plutôt que de l'appeler TDAH, on pourrait l'appeler cette base-là, tu vois. Et ça m'a donné des indices sur euh, des environnements qui fonctionnaient bien pour moi. Donc en fait, c'est juste un déterminant qui permet de rassembler des gens qui partagent un trait de caractère. Et ce partage-là t'aide à trouver des indices qui peuvent mieux te convenir. De la même façon qu'en génomique, par exemple, euh, les gens qui généralement ont un ApoE2 et ou un DIO2 ancestral, etc., vont fonctionner beaucoup mieux avec des régimes cétogènes. En fait, c'est quelque chose qui nous aide à orienter quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui enferme dans une définition, dans une étiquette et qui est capable de résumer la façon dont fonctionne ton cerveau. Bref, c'est peut-être un petit peu confus ce que je raconte, mais tout ça pour dire que je ne me considère pas comme spécialement TDAH ou HPI. Enfin, je pense que personne n'est capable de comprendre le fonctionnement de mon cerveau. Que si tu écoutes les neurobiologistes, les psychiatres, etc., enfin, ils sont tous très humbles face à notre compréhension du vivant et du cerveau aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense pas que je fasse autant de choses parce que je suis TDAH. Je pense que je fais autant de choses parce que je suis moi et que ça me passionne. Et que parmi mes routines, il y en a qui conviendront très bien à des profils TDAH, mais c'est plus parce que il y a beaucoup de TDAH qui ont besoin d'environnement rapide, etc. Et que j'ai plein de routines qui sont liées à ça parce que je suis comme ça. Il y avait une question sur est-ce que mes expériences avec la psilocybine a changé quelque chose dans ma vie de façon durable. La réponse est clairement oui. Pas mal de choses d'ailleurs. Et d'ailleurs, pas que la psilocybine, l'ayahuasca aussi, les breathwork aussi, certaines expériences en alpinisme, dans des ultra-trails très longs, etc. aussi. Ça serait long de tout détailler ici, donc je te propose. J'ai enregistré il n'y a pas longtemps un épisode avec Alexandre Dana où on parlait de la sédentarité, de la marche, et on a parlé notamment des marches magiques. Et lors de cet épisode, j'ai notamment parlé d'une marche où j'avais pris du LSD avec mon frère. J'ai aussi fait un épisode sur l'ayahuasca avec Alison il y a très longtemps. C'était peut-être dans la première saison du podcast où je racontais mon expérience. Et sur la newsletter de Féroce, sur la newsletter de Limitless, pardon, sur Substack, tu peux retrouver tous les anciens numéros. Et j'ai parlé de mes expériences avec la psilocybine, j'ai parlé du LSD, j'ai parlé de l'ayahuasca et j'ai parlé du breathwork. J'ai parlé des prises de conscience que j'ai pu avoir sur des sommets en faisant de l'alpinisme. J'ai parlé du yoga Tumo. Donc voilà, donc je t'invite à regarder tout ça si tu t'intéresses au sujet. Mais en tout cas, la réponse est oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est assez bien documenté par la science parce que la psilocybine est de plus en plus utilisée, notamment pour la dépression, etc. Et ils s'aperçoivent qu'avec une seule prise, eh bien, ça participe à une forme de plasticité cérébrale qui peut vraiment remodeler certains fonctionnements du cerveau, remodeler dans le bon sens, et guérir, entre guillemets, de façon définitive certains troubles comme la dépression, l'anxiété, etc. Et donc ça, c'est pareil. Donc ça, il y a mon expérience personnelle, mais il y a aussi le prisme de la science. Il y a beaucoup de choses qui vont en sens. Tu as notamment le magazine Cerveau et Psycho, dont le directeur éditorial est Sébastien Boller, qui a écrit 2 excellents livres, pas sur le sujet, mais qui sont très intéressants, Le bug humain et Où est le sens. Et donc dans Cerveau et Psycho, il y a plusieurs numéros qui parlent justement des thérapies utilisant des psychédéliques qui sont vraiment très intéressants. Et puis tous les mois, je fais un truc, ça s'appelle la revue de science by Limitless, où je te partage une dizaine d'études scientifiques que j'ai lues sur plein de sujets différents qui m'ont semblé être les plus intéressantes, sur la nutrition, le sport, la longévité, etc. Et il y en a plusieurs dans lesquelles j'ai parlé aussi de ces sujets-là, et notamment des études récentes, des publications récentes là-dessus. Donc voilà, je te propose de lire ça. Et je vais conclure avec
Une question, on m'a demandé, tu as plusieurs fois mentionné le fait que tu avais pris des drogues dans le passé. Est-ce que j'ai eu des dégâts physiques et cognitifs? Si oui, est-ce que je peux mentionner lesquels? Détailler les protocoles que j'ai suivis pour y remédier? Et sinon, qu'est-ce que je conseillerais pour retrouver l'alerte cognitive, sortir de la nébuleuse cérébrale, retrouver sa faculté d'idéation et de pensée? Euh, hmm, Non, j'ai pas l'impression d'avoir de dégâts. En tout cas, je les ressens pas. Après, il faut dire que, tu vois, je suis passé d'un état minimal de santé à un état maximal de santé. Et comme on est incapable de juger les choses de façon intrinsèque, mais qu'on les juge toujours par biais de contraste, euh, ma performance physique et cognitive aujourd'hui par rapport à celle que j'avais par le passé, même si enfin, j'étais pas une loque hein, par le passé, j'étais déjà entrepreneur, je réussissais plutôt bien dans mes boîtes, etc. Mais c'était sans commune mesure, en tout cas en termes de ressenti, en termes de productivité, de créativité, d'épanouissement, de bonheur, etc., de performance physique. Enfin, c'était sans commune mesure avec ce que je ressens et ce que je vis aujourd'hui. Et donc, par comparaison, tu vois, j'ai l'impression juste d'être au top, d'être incroyable, tu vois. Donc je peux pas penser que j'ai eu des dégâts. Donc peut-être que si j'avais eu un état où j'étais au top et puis qu'après j'étais tombé dans les abysses des drogues, puis après que j'étais remonté, j'aurais un état de comparaison et je pourrais voir si au final j'ai un peu cramé de mon potentiel. Mais là, c'est pas possible. De la même façon que, tu vois, je sais pas, par exemple, l'ultra trail ou le trail ou même la course à pied, j'ai commencé tard, tu vois. Enfin, voilà, j'ai commencé hyper tard à en faire, contrairement à des gens qui ont commencé vachement jeunes. Euh, bah, tiens, je vais prendre un meilleur exemple. Tiens, la musculation. Rudy Koya, par exemple, il a commencé, je sais plus, il avait 13 ans. Et donc aujourd'hui, il peut, à moins d'efforts considérables, il peut pas aller plus loin, tu vois. Il a atteint son plateau, son maximum. Et donc, il peut seulement maintenir ou diminuer, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il se dirige vers d'autres sports, il a fait du kayak, et puis maintenant il fait surtout beaucoup d'aerox, il s'intéresse à la longévité, il s'amuse sur des ergos, enfin il change un petit peu les modalités, parce que sinon en fait il est condamné à diminuer, quoi. Euh, tandis que, euh, Tandis que moi, en ayant démarré plus tard, j'ai pas encore atteint mon plein potentiel, et donc par rapport à mon point de départ, je fais que progresser, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, sur ce que je peux conseiller pour retrouver l'alerte cognitive, sortir de la nébuleuse cérébrale, retrouver sa faculté d'idéation, de pensée, etc. Euh, Bien évidemment, il faut commencer par arrêter les drogues, hein. Euh, mais donc, je pense que c'était assez évident. Et après, si tous ces éléments-là ne reviennent pas, je pense que c'est peut-être pas que lié aux drogues. En fait, moi, je connais plein de gens qui n'ont jamais pris de drogue et puis qui se réveillent le matin avec un certain brouillard cérébral, qui ont du mal à se concentrer dans la matinée dans leurs tâches, qui ont un coup de pompe l'après-midi, qui ont du mal à s'endormir le soir. Ce que je décris là, j'ai l'impression que c'est le cas de 80% de la population. Quand j'écoute les gens, moi j'aime bien observer les gens, écouter un petit peu ce qu'ils se racontent à la machine à café, etc. Enfin voilà, ils ont tous plein de problèmes en fait. Et justement, le pire, c'est que ces problèmes, ils deviennent banalisés. Parce que ben, autour de la machine à café, ils sont tous comme toi. Et donc tu te dis, c'est normal d'avoir des douleurs de dos, c'est normal d'être un peu ballonné, de pas hyper bien digérer, d'avoir du mal à s'endormir. Enfin voilà, c'est devenu la normalité. Et pour moi, c'est pas lié aux drogues, enfin, ou à des séquelles, entre guillemets, d'une prise de drogue par le passé, mais c'est lié aux habitudes de vie, donc tout ce dont on a parlé précédemment, la nutrition, le mouvement, la gestion, entre guillemets, du stress, j'aime pas trop le mot, mais on comprend l'idée. Euh, Tout ça, tu vois, la respiration, enfin voilà, c'est un ensemble, tout est systémique en fait, il y a un effet boule de neige, tout est lié, interconnecté, et si tu prends le truc de façon isolée, ben, en réalité, tu passes à côté, c'est comme les macros, ne regarder que la quantité de protéines dans quelque chose, tu passes à côté de la majorité. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment une question de routine, de protocole, d'organisation de ta journée, voilà, de modification de ton environnement, de ton contexte de vie pour permettre à ton corps d'être euh, mieux adapté à ce monde moderne. Ça ne veut pas dire de revenir à l'âge de pierre, pas du tout, mais ça veut dire de réconcilier notre biologie, notre fonctionnement physiologique avec euh, notre vie d'homo modernus qui passe sa journée derrière un ordinateur,
voilà, avec des supermarchés tels qu'on les connaît et tous les produits qu'on peut y acheter. Enfin voilà. Donc, je sais pas qui m'a posé la question, mais j'ai écrit un livre, ça s'appelle La routine des audacieux, où je récapitule un petit peu tout ce que j'ai appris ces dernières années avec le podcast. Alors c'est très très condensé, très résumé, c'est le but aussi, mais je t'invite à tester, à le laisser dans tes toilettes, et puis tu vois, tu peux voir ça comme des mini défis. Chaque semaine, par exemple, tu dis, tiens, cette semaine, je teste cette routine-là. Donc à chaque fois, la routine, elle est présentée, ça fait 2 pages, tu vois. Tu as la routine, ce que tu dois appliquer pour la tester, et puis la justification, entre guillemets, physiologique de pourquoi elle marche. Et donc voilà, donc ça te prend 5 minutes à lire. Et bien sûr, tout changer dans ta vie, c'est impossible. Mais tester une routine pendant une semaine, ça prend pas de temps supplémentaire. Et c'est pas difficile d'un point de vue, ça demande pas de motivation non plus. Enfin, c'est facile, quoi. Tu peux même le voir comme un jeu. Et après, tu vois ce que ça t'a apporté ou pas. Si ça t'a rien apporté, ben, ok, remets-la dans la boîte à outils. C'est bon, c'était pas l'outil qu'il te fallait. Par contre, si tu vois des bénéfices, ben, c'est super parce que les bénéfices auto-entretiennent ta motivation à la maintenir. Donc moi, il y a tu vois, dans mes routines, elles changent au fur et à mesure de mon contexte, de l'année, etc., en fonction de mes besoins. Mais il y en a qui restent tout le temps vraies parce que je sais qu'elles sont indispensables au fait que je me sente bien. Puis il y en a d'autres que je vais utiliser à certains moments parce que je sais qu'elles m'apportent ceci ou cela et que dans ce contexte-là, c'est de ça dont j'ai besoin. Et donc à la fin, l'idée, c'est pas d'avoir une recette magique ou une méthode toute faite. C'est d'avoir une boîte à outils, de savoir de quels outils tu as besoin tous les jours pour te sentir bien, et puis quels autres te servent absolument pas, et puis là tu peux carrément les oublier ou les retester dans 5 ans ou 10 ans par curiosité, et puis de quels autres sont là dans certains contextes parce que ben tiens, là tu passes une phase un petit peu intense en termes de stress et donc tu as besoin de plus de choses, ou bien tu es dans une phase de transition de vie, ou bien tu viens d'avoir un enfant et donc tu as des nuits qui sont un peu dégradées et tu cherches malgré tout à maximiser, à entretenir ton énergie pendant la journée, ou tu te prépares à une grosse compétition sportive, ou je sais pas, tu as des douleurs de dos, ou tu t'aperçois que tu as des limitations de mobilité à certains endroits. Enfin, voilà, et donc là, tu vas peut-être aller piocher dans celle-ci, dans celle-ci, pour répondre à ce contexte. Donc voilà, mais en tout cas, je pense pas que la conclusion, malgré tout là-dessus, c'est que je suis convaincu que non, il n'y a pas de dégâts ou de séquelles ad vitam d'une consommation accrue de drogue. Et pourtant, j'en ai consommé pas mal, tu vois. Donc il y a un moment, je prenais beaucoup, beaucoup de cocaïne. J'ai été alcoolique, j'ai fumé de la weed pendant pas mal de temps aussi. Il y a un moment où je faisais beaucoup la fête et j'ai pris plein d'extas, etc. Enfin voilà, donc j'ai vraiment un peu, enfin j'ai malmené mon corps de toutes les façons possibles. Et voilà, et j'ai pas du tout l'impression que ça me limite absolument pas. Et d'ailleurs, tu sais, je vais faire un parallèle. J'ai eu un accident de moto aussi non responsable, donc pour le coup, c'est vraiment pas lié, mais avec des séquelles et des handicaps, des séquelles entre guillemets, des handicaps à vie. Donc j'ai été opéré 6 fois, j'ai passé 3 mois à l'hôpital, j'ai fait beaucoup de rééducation, j'ai même été en fauteuil roulant. Et à la fin de tout ce périple, 3 ans après, j'ai été expertisé parce que comme c'était un accident non responsable, il y avait des trucs avec les assurances, etc. J'ai été expertisé. Ils m'ont donné des handicaps à vie aux genoux, aux poignets, en me disant que ça serait compliqué de faire du ski, de courir, comment dire, de jouer au tennis, de faire des pompes. Tu vois, le simple fait de faire des pompes, de plier mon poignet comme ça, c'était pas possible. Et en fait, si j'écoutais les kinés, c'est pas grave. Tu vois, j'ai l'impression que, en fait, tant que t'es pas mort, tant que t'as pas une pathologie grave, etc., ça sert à rien d'aller chercher plus loin, tu vois. Alors, je sais pas si cette espèce de résignation, elle est liée au fait que de toute façon, ils disent que les gens, ils sont pas suffisamment motivés pour faire des efforts et vraiment améliorer leurs conditions, ou si, enfin voilà, je sais pas très bien pourquoi est-ce qu'on a, tu vois, même, je te parlais des analyses de sang tout à l'heure, une analyse de sang, elle n'est pas capable de te dire si tu es en bonne santé ou pas. Elle cherche la pathologie. Donc, le fait que ton analyse de sang soit correcte, ça ne veut pas dire que tu es en bonne santé. Ça veut juste dire que tu n'as pas de maladie. Donc, aujourd'hui, on a vraiment un système de santé qui est basé sur la maladie, sur la pathologie et pas sur un état optimal de santé. Et donc, moi, suite à ça, je ne me sentais pas dans un état optimal, en l'occurrence, de capacité physique. Et ça pouvait me limiter dans plein de sports que je pourrais vouloir faire.
Mais comme à cette époque-là, je courais pas et je faisais pas de tennis, ben, les kinés, ils se sont dit, bah, c'est pas grave, tu vois, ça l'impacte pas. Sauf qu'après, quand j'ai voulu faire du sport et que je me suis aperçu que le simple fait de faire des pompes me faisait mal au poignet, je me suis dit, merde, ça fait chier quand même. Et, euh, et donc, d'après eux, et d'après ces expertises, c'était des handicaps à vie, il n'y avait rien à faire. Bah, pour autant, grâce à mon ami Slim à l'époque, avec des routines de mobilité, j'ai réussi à regagner 100% de mes amplitudes de mon poignet, de mon genou. Aujourd'hui, je fais du ski, je fais mes ultra trails, j'ai passé les certifications MOVNAT où on fait des mouvements dans tous les sens. Euh, je nage très bien. Qu'est-ce que je fais d'autre d'intéressant? C'est déjà pas mal. Je fais de la musculation euh, de plein de façons différentes, de la musculation avec barre et haltères, mais aussi explosive avec des kettlebells. Je peux faire des swings à plus de 40 kilos sans aucun problème, sans aucune douleur de dos. J'ai fait du crossfit. Enfin voilà, tu vois. Et tout ça pour dire que ce qu'on pensait être des séquelles ou des dégâts, euh, c'était juste une question de motivation, de qu'est-ce que je suis prêt à mettre en face pour revenir à un état basal d'homme, d'humain capable de vivre correctement sa vie, tu vois. Et, euh, et donc voilà, et donc certes, par contre, ça peut nécessiter plus de travail. Je reprends l'exemple de Rudy. Il a des problèmes au genou qu'il a laissé traîner pendant des années. Bah, maintenant, pour essayer de régler ça et de regagner sa mobilité, de rééquilibrer correctement, de rééduquer et de renforcer ses tendons, etc., bah, il doit y passer 2 fois 20 minutes par jour. 40 minutes par jour, c'est hyper long, quoi. Mais c'est pas toute sa vie. Tu vois, c'est quelques semaines, et puis après, une fois qu'il aura fixé ce truc-là, à entretenir, ça prend quelques minutes. C'est ça qui est intéressant, c'est que souvent pour développer une capacité, ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est un peu comme pour lancer une boîte, tu vois. Quand tu lances une boîte au début, tu dois mettre énormément d'énergie et puis tu restes sur place. Puis après, c'est vraiment comme un avion qui doit décoller. Après, il commence à. Le pilote, tu entends les moteurs qui sont à fond, l'avion il est sur place, puis tu as le pilote qui lâche les freins, puis l'avion il commence à avancer doucement, doucement, doucement. Et tu sens que tu as une force de friction qui est énorme et qu'il faut énormément d'énergie pour essayer de déplacer cette masse qui est colossale. Puis plus il prend de la vitesse, plus l'inertie est importante et moins la force de friction, plus la force de friction diminue. Et plus c'est facile, tu vois, jusqu'au moment où il peut take off, il décolle et là, quand il est dans les airs, tu as l'impression qu'il n'y a presque plus aucune friction et qu'il pourrait planer même en éteignant les moteurs. D'ailleurs, c'est pas une impression, les avions de ligne, si les moteurs ils pètent, ils peuvent planer sur des kilomètres avant de s'écraser. Et ben c'est un peu pareil pour les capacités humaines, que ce soit de nouvelles compétences à apprendre, intellectuelles, je parle, une langue par exemple, etc. Il va falloir beaucoup plus d'énergie pour apprendre une nouvelle langue que pour l'entretenir, ou des compétences physiques. Donc la mobilité, si tu veux débloquer des restrictions de mobilité, tu vas devoir y passer beaucoup, beaucoup de temps, mais après pour l'entretenir, c'est quelques minutes par jour. Pareil pour un nouveau sport, tu vois, bon, quand j'ai voulu changer de gabarit, devenir plus musclé, etc., j'ai fait beaucoup de musculation. Et puis maintenant, j'ai un entraînement qui est beaucoup moins fondé là-dessus. Et pour autant, j'arrive à maintenir 80-90%, 80% on va dire, de ma force. Et si parfois je m'amuse à faire un cycle plus fondé sur la musculation, en 2 mois ou 3 mois, j'arrive à regagner 90 ou 95% des capacités que j'avais avant en m'entraînant spécifiquement pour ça. Donc voilà, donc c'est chouette parce que en fait, tu peux voir les choses comme un capital. Tu développes des assets, tu développes un capital, tu investis dans un capital, et une fois que tu as ce capital, euh, l'entretenir est facile et c'est un capital que tu as à vie. Donc voilà, donc je pense pas qu'il y ait de fatalité, je pense pas qu'il faille être résigné, et donc même si par le passé tu as eu une hygiène de vie déplorable, que ce soit parce que tu as consommé des drogues ou parce que tu étais full sédentaire, que tu étais en surpoids, obèse, que tu avais une alimentation pourrie ou que sais-je, il n'y a pas de fatalité, tu peux tout changer. Et peut-être que ça prendra du temps, et en même temps ce temps il est nécessaire. Aujourd'hui on est tellement biberonné aux raccourcis qui te permettent et qui te promettent monts et merveilles en travaillant 7 minutes par jour pendant 30 jours. C'est fake, ça permet pas d'avoir de vrais résultats. Et les vrais résultats, ils mettent du temps à obtenir, mais parce qu'ils mettent du temps à obtenir, après, ils sont extrêmement durables. Et ce que tu vas apprendre pendant le chemin est aussi tout aussi important que le résultat. Tu vois, il n'y a pas que le fait d'atteindre le sommet, il y a aussi tout le temps que tu as mis pour monter. Si tu prends un hélicoptère pour monter en haut du Mont Blanc, d'un point de vue cognitif dans ta tête, les émotions que tu vas vivre et les réalisations que tu vas avoir une fois que tu arriveras au sommet, elles seront autrement différentes que si tu y es monté à pied comme moi je l'ai fait. Donc voilà. Bon, ça fait un moment que je parle. Je conclus ce hors-série questions-réponses là-dessus.
Si tu as d'autres questions, que tu aimes bien ce type de format, etc., n'hésite pas à me le dire en commentaire et puis j'en referai un probablement dans quelques mois. Sur ce, je te souhaite une super journée.